Le sens de ce débat, au-delà du titre stricto sensu des perspectives pour la rentrée, ce qui me paraît important au regard des camarades qui sont là invités, qui ont bien voulu répondre positivement à notre invitation, c'est l'idée de ce qu'il est quand même possible et nécessaire de construire ensemble. Ce n'est pas seulement la réponse stricto sensu du NPA sur laquelle on dit un certain nombre de choses, mais qui à la fois relève d'autres discussions, mais qui surtout vont s'enclencher à la rentrée elle-même. Donc c'est l'idée de quelle construction et de quels échanges, de quelle façon on peut construire ensemble des choses dans la lignée de ce qui a été fait. Alors, je reviendrai juste parce que je pense que c'est important sur le 12 avril, ce qu'on appelle le 12 avril, le collectif du 12 avril, sur comment ça s'est construit et où on en est aujourd'hui. Et justement, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit, ou plutôt qu'est-ce qu'on doit et qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on arrivera à faire ensemble. Alors, le collectif 12 avril est né quoi sur l'idée, enfin pas sur l'idée d'ailleurs, pas sur une idée, mais plutôt sur une colère, c'est-à-dire que dans la foulée des élections municipales et européennes, et dans la foulée du changement de gouvernement avec la mise en place de Valls, beaucoup de Françaises et de Français, comme on dit, mais les militants un peu partout dans les entreprises et ailleurs, il y a eu une espèce, pas de prise de conscience de la réalité de la situation, parce que je pense que beaucoup l'ont, mais sur l'idée qu'à ce moment-là, c'était l'intitulé d'ailleurs de la manif du 12 avril, c'était ça suffit. C'est-à-dire qu'avec l'idée que tout ce qu'on avait subi pendant tout un temps, ce qui était notamment les manifestations de la droite et de l'extrême droite dans la rue, la présence idéologique politique de ces courants dans la situation politique, et surtout les capitulations répétées du gouvernement, et en même temps les attaques répétées aussi du gouvernement, tous les pactes, responsabilité, compétitivité, j'en passe, et des pires. Donc face à ça, à un moment donné, au printemps, un certain nombre d'organisations, de militants, de camarades ont pensé que ça suffit, qu'il fallait essayer de franchir un cap, en tout cas de passer une vitesse supérieure. Donc ce qui était intéressant dans ces initiatives, c'est qu'on s'est retrouvés assez rapidement. Alors il y a eu ce que certains ont pris un peu pour un peu un cafouillage, puisque c'est nous-mêmes qui avons pris l'initiative première de ces rencontres. Il y a eu un peu un cafouillage, notamment les représentants de l'action syndicale se sont sentis un peu, peut-être pas manipulés, c'est un peu fort, mais en tout cas, n'ont pas trop bien pris le fait que ce soit une initiative prise par les organes politiques au départ. Mais enfin, très rapidement, on s'est retrouvé avec, à ma connaissance, un panel d'organisations politiques, syndicales, associatives et un certain nombre de personnalités qui ont décidé ensemble de prendre son initiative. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que ça s'inscrit un peu dans la durée, c'est-à-dire qu'il y a après la manif du 12 avril, alors qu'il y a eu un succès relatif, on ne va pas se raconter l'histoire entre nous en disant qu'il y avait des centaines de milliers et ça a changé la situation politique, évidemment que non, mais en tout cas c'est vraiment planté dans le décor l'idée que des organisations, des militants étaient en capacité de dire voilà ça suffit, cette politique du gouvernement, cette politique du MEDEF et cette présence de la droite et de l'extrême droite, ça suffit, il faut essayer de construire une riposte. Donc je crois que ça c'était l'intérêt initial et ça reste l'intérêt essentiel de ce qui s'est construit à partir du 12 avril. Dans la foulée, on a construit ensemble la journée du 21 juin qui a montré une capacité à débattre, à réfléchir et un peu de la même façon, c'est-à-dire en associant tous ces composants politiques, syndicales, associatifs, je ne reviens pas. Alors, à partir de là, je crois que c'est ça qu'il faut probablement discuter, c'est comment continuer dans une situation qui a plutôt tendance à s'aggraver. Donc on voit bien la politique du gouvernement, les annonces de Valls, de Hollande, on voit bien que le gouvernement a décidé de ne pas lâcher l'affaire, bien au contraire, que le MEDEF évidemment se sent des ailes et des crocs et des griffes, et que dans cette situation, qu'est-ce qu'il est possible de construire tous ensemble. Alors, il y a une première difficulté, je commencerai par les difficultés, une première difficulté qui est que cette construction, sa largeur, elle a une implication, une conséquence importante, c'est que si on veut respecter les rythmes des uns et des autres, ça prend du temps. Notre camarade disait la démocratie c'est long, c'est un temps long, donc ça prend du temps. Alors, pour deux raisons. D'abord parce que, évidemment, on ne dit pas tous la même chose, donc ce soir on ne dira pas tous la même chose.
mais quand on a dans une salle des différentes structures significatives de la CGT, qu'on a Solidaire, qu'on a en tout petit pointillé des camarades de la FSU, quand on veut discuter de quoi que ce soit, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des désaccords. Il ne s'agit pas ici de masquer les désaccords. Et aussi, une chose sur laquelle les représentants des organisations syndicales insistent beaucoup, c'est rendre des comptes. Alors je pense que rendre des comptes, c'est important. On ne va pas donner ici de leçons dans les syndicats. D'ailleurs, ils ne sont pas là. Je vais tenter d'expliquer un peu pourquoi. Parce que rendre des comptes dans une organisation comme la syndicale, ça prend du temps. C'est-à-dire que si on ne veut pas simplement se faire son propre porte-parole en étant, parce qu'on est secrétaire d'unité, secrétaire d'une fédé, ex-responsable de la fédé Veto, pour voilà, que vous puissiez retrouver des noms éventuellement, si on ne veut pas porter simplement sa propre parole, mais seul de ses mandants, des structures qui sont à laquelle on est censé représenter, ça prend du temps et ça prend le temps du débat, du temps nécessaire. Donc ça, c'est la première difficulté. Et aujourd'hui, c'est pas que, évidemment, mais pas que cette raison, le fait que les organisations syndicales ne soient pas présentes aujourd'hui, c'est en grande partie pour ça, puisqu'elles pensent que c'est délicat pour elles de s'engager. Je crois que d'ailleurs, la plupart ne seront dans aucune université d'été, aucune organisation, un peu solidaire, c'est sûr. Je pense que la CGT, c'est pas dans la tradition, donc je pense pas qu'ils y iront. Donc je pense que cette volonté de rendre des comptes et d'associer largement les militants qu'on représente, je pense que c'est une nécessité. En plus, bon, on ne va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt. Dans la CGT, par exemple, il est bien évident que le débat, et surtout les mises en œuvre qui ont été faites par un certain nombre de structures, posent débat dans la CGT, et que ces camarades, d'une certaine façon, en responsabilité ou pas, sont un peu attendus au point du bois par d'autres responsables, notamment dans la Confédération. Et donc le temps nécessaire du débat, c'est pas simplement une parole en l'air comme ça, c'est aussi une nécessité si tous ces courants, toutes ces organisations souhaitent aller plus loin. Alors ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que c'est pas simplement des déclarations, des motions, des votes de congrès, comme on sait, donc qui peuvent être partout un peu radicaux, c'est que toutes ces structures se sont engagées dans des activités, des mobilisations concrètes, la manif du 12 avril, le 21 juin, et avec l'idée à la rentrée, et c'est ça qu'il faut maintenant qu'on discute, l'idée à la rentrée de prendre d'autres initiatives. Alors, on voit bien que prendre des initiatives, quand, je pense que c'est un élément aussi qu'il faut mettre dans la discussion, quand les masses ne poussent pas de façon forcenée derrière nous, devant nous, ou à côté de nous, je ne sais pas quoi, pour des mobilisations, il y a l'idée de prendre des initiatives. Elles doivent obligatoirement nous poser comme condition de quelles initiatives entrent en écho avec ce que les salariés, les chômeurs, les femmes, les immigrés, ce qu'ils ont envie de faire aujourd'hui dans cette situation-là. Je crois que ça, c'est la première difficulté à laquelle on est confronté, de dire que dans cette situation, voilà, de reculs sociaux, y compris de répression, de choses comme ça, trouver des initiatives qui soient à la fois comprises, qui fassent qu'en termes de mobilisation, elles soient significatives, et qui aussi permettent de gagner. Parce qu'on sait bien qu'un des éléments de la situation aujourd'hui, des rapports de force aujourd'hui dégradés, c'est une série de défaites qu'on a enclenchées les uns et les autres, qu'on a subies les uns les autres, et que l'idée de monter d'avoir des initiatives qui gagnent, en tout cas qui permettent de faire bouger les lignes en termes de rapports de force, sont des nécessités absolues. Donc je crois que c'est ça qu'il faut qu'on discute aujourd'hui. La mise en œuvre du pacte de responsabilité, de compétitivité, on sait bien que dans les entreprises, c'est quelque chose qui pèse énormément sur les conditions de travail, sur ce qu'on dit globalement sur la santé au travail, ça pèse aussi sur la question des salaires. On sait bien que plein d'autres questions, que ce soit la question des femmes, la question de l'immigration, la politique de Valls et de l'intérieur, oui voilà, Cazeneuve, suscitent des révoltes, suscitent des volontés de riposte, mais que tout ça, ça a beaucoup de mal à se coordonner et à trouver des initiatives. Donc c'est ça qu'il faut qu'on discute, c'est comment dans cette situation-là, on trouve non pas la bonne initiative, mais qu'on continue à avoir tous ensemble, comme on dit, les débats à la fois pour répondre à la situation, mais aussi faire que ces débats et ces propositions débouchent sur des choses qui permettent de mobiliser suffisamment largement et de donner confiance, parce que je crois que donner confiance, c'est pas simplement avoir le bon programme, sachant qu'on a tous le bon programme, même si nous on a le meilleur, mais c'est aussi construire des initiatives, construire des ripostes qui permettent de gagner pour donner confiance, pour aller plus loin, et que ça soit fait aussi tous ensemble. Merci. Oui, bonjour, et merci donc pour ce débat, parce qu'en effet, nous sommes
preneur de débats et d'échanges, parce qu'on doit aussi apprendre à non seulement se connaître, mais à travailler ensemble. Et je pense que c'est l'action que nous menons aujourd'hui, et ce sont également les objectifs que nous avons à travers ce collectif du 12 avril. J'apprends rien en vous disant que nous sommes devant une situation de plus en plus grave, une crise qui n'est pas seulement une crise sociale ou économique, mais qui est aussi une crise culturelle, une crise démocratique, une crise de confiance, de représentation, mais aussi une véritable crise qui aujourd'hui menace le vivre ensemble. Une montée face à ces crises d'un repli communautaire, de repli identitaire, d'un racisme de plus en plus fort, et en même temps, on le voit bien, de l'autre côté, on a un recul de nos libertés, un recul de nos droits en général, et ces reculs, bien sûr, ne font que renforcer malheureusement une situation qui oppose en fait les pauvres contre les pauvres. Et en même temps, on a une répression, un renforcement de l'oppression, un renforcement de la répression, des discriminations qui sont de plus en plus fortes. Alors face à ça, il est important de travailler ensemble, comme tu l'as dit Robert, travailler ensemble, c'est-à-dire pour justement écarter cette menace, ces violences, des violences qui deviennent quotidiennes, à tout niveau d'ailleurs, que ce soit des violences au niveau de l'exploitation des salariés, mais aussi les violences domestiques, les violences raciales, les violences policières, les violences sexistes, enfin toutes ces formes de violences qu'aujourd'hui nous vivons de plus en plus. Nous avons un discours officiel qui a tendance souvent à vouloir désigner en quelque sorte une population pour la jeter à la vindicte populaire, en même temps qui cède de plus en plus sur nos droits, qui cède également sur les exigences d'une troïka entre la Commission européenne, la BCE ou le FMI, qui nous impose une austérité de plus en plus grave, une austérité de plus en plus insupportable, et donc on l'a vu, le nécessaire travail en commun pour y faire face. Cette nécessaire coordination, elle existe, il faut maintenant la remobiliser, il faut aujourd'hui travailler pour pouvoir la construire. Mais bien sûr, il n'existe pas pour nous ni d'hommes ni de femmes providentielles, il n'existe pas, de sauveur suprême, il n'existe pas de personne qui va venir nous donner au-dessus de tous, nous montrer l'exemple et le chemin. Je pense qu'au contraire, c'est un travail qui doit se construire, c'est un rapport de force qui doit se construire au jour le jour, au quotidien, à travers les luttes que nous menons. La nécessaire résistance populaire, elle existe, on le voit bien, elle existe dans les mouvements altermondialistes, elle existe dans les mouvements alternatifs, dans les mouvements sociaux, que ce soit les mouvements de l'immigration, les mouvements en faveur de défense du droit des étrangers, mais aussi de défense du droit des Roms, la défense du droit du logement, toutes les défenses de nos droits qui aujourd'hui sont en train de reculer. Eh bien, tous ces mouvements sociaux, ils existent. Il s'agit aujourd'hui, c'est là l'importance de notre travail, de se coordonner, de nous organiser, parce que ça ne se fera pas tout seul. Donc, il faut bien nous organiser, nous coordonner. Bien sûr, nos différences rendent ces convergences difficiles, mais pas insurmontables. Nos différences, ça peut aussi faire nos richesses et nous permettre peut-être de travailler et de nous compléter de manière différente. Il est clair que ce travail de rapport de force à gauche, bien entendu, est un travail qui doit se faire sur le temps, prendre du temps, mais en même temps qui doit se faire à travers des actions concrètes de terrain. On sait très bien que cette crise de confiance touche l'ensemble des partis politiques, touche l'ensemble des personnalités ou des hommes ou des femmes politiques qui de plus en plus sont discrédités et de plus en plus il y a cette véritable crise de confiance qui fait qu'on a l'impression, face à un sentiment, on a l'impression que rien n'est possible, ou on a l'impression en tout cas qu'il n'y a pas de solution possible.
Alors je crois que c'est cette absence d'alternative politique qu'il faut combler, et c'est à nous de le faire. L'enjeu est important. Cet enjeu, il reste à relever. Il reste à le relever parce que je veux dire, c'est l'avenir qui en dépend, c'est notre avenir qui en dépend. Les luttes populaires existent, les luttes sociales existent. Alors maintenant, notre rôle, je crois, c'est justement un rôle politique citoyen, c'est-à-dire en même temps de dépasser ces différences que nous avons et d'apprendre à travailler ensemble, à construire ce rapport de force et à le construire, bien sûr, en disant qu'on n'a pas d'autre solution, tout simplement. Je veux dire, aujourd'hui, face à ce qui se passe, face à une situation de plus en plus de discrimination et de recul, je crois qu'on doit être aussi attentif à des mouvements ou à des organisations nouvelles qui émergent. Je prendrai simplement l'exemple actuellement de ces phénomènes d'appropriation ou de réappropriation de biens communs par les travailleurs, de réappropriation nécessaire de ce que j'appelle moi le bien commun qui doit être socialisé en quelque sorte, le travail, la santé, l'éducation, le logement. Tous ces biens doivent être réappropriés par justement le mouvement social et les activités ou les actions que ensemble nous devons apprendre à construire. Enfin, pour terminer, je crois que construire ce rapport de force, c'est reconstruire un front qui soit justement un front populaire entre guillemets, mais un front de gauche, un front citoyen qui soit celui qui porte ses exigences, qui porte ses revendications, qui est là pour continuer à dire et à montrer nos exigences et surtout à refuser ce recul de nos libertés et de nos droits. Il est important aussi de dépasser ces contradictions, de dépasser le champ de notre petite organisation pour travailler ensemble et pour porter beaucoup plus loin nos exigences et pour articuler nos revendications. Quelque part, le projet alternatif que nous avons est un projet commun. Ce projet commun, à nous de le construire, à nous de le dessiner, à nous, avec nos différences, justement, d'y apporter chacun sa pierre pour ensemble mener ce projet commun jusqu'au bout. Je crois qu'il faut qu'on ait conscience de plus en plus que le seul objectif qui nous permettra d'avancer ou de faire avancer cette machine, en fait, cette perspective, c'est celle de l'égalité des droits des citoyens, de la justice. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir ni de paix sociale, ni de solidarité, même au niveau international, s'il n'y a pas cette volonté de justice et d'égalité. Merci. Bonjour, merci de nous avoir invités à ce débat aujourd'hui, puisque nous aussi nous sommes attachés particulièrement à échanger avec les autres courants politiques que le nôtre et également en vue du bilan de la situation qu'on peut faire aujourd'hui. Alors évidemment, la situation elle a déjà été décrite et je ne vais pas revenir dessus, mais il y a effectivement aujourd'hui, on va dire, l'impératif ou l'urgence de l'émergence d'une alternative face à la fois, on va dire, à la classe technocratique et puis à l'extrême droite qui progresse. Alors effectivement, aujourd'hui, on fait face à une politique antisociale et raciste du gouvernement socialiste et de ses alliés. Alors ça a été énoncé, que les politiques de qualité, les cadeaux de patrons, les politiques sur les Roms, sur les sans-papiers, etc. Puis je rajouterais aussi, mais ça a été dit un peu tout à l'heure, mais sur les politiques sécuritaires aussi, le PS ne fait pas mieux que l'UMP. Et on va dire que ça pose le cadre aujourd'hui politique dans lequel on est évalué. Là-dessus, nous on fait une analyse peut-être un peu divergente de certains courants politiques, peut-être qu'on en discutera après, mais pour nous, le Parti Socialiste n'a renoncé à rien du tout. Le Parti Socialiste mène la politique qu'il a menée à chaque fois qu'il s'est retrouvé au pouvoir, c'est-à-dire une politique en faveur de la bourgeoisie. Tout simplement parce que le personnel politique socialiste ou le personnel politique UMP en général provient de la même classe sociale, en parfaite consanguinité que la classe économique dirigeante. Le problème aujourd'hui, la nouveauté, ou en tout cas ce qui émerge comme problématique, c'est que un des seuls courants politiques qui profitent de ce contexte-là, c'est pas la gauche révolutionnaire, la gauche radicale, ce n'est pas non plus les mouvements sociaux, c'est l'extrême droite. Et ça, en France, mais aussi dans un certain nombre de pays européens et non européens. Et aujourd'hui, c'est une donnée, en tout cas politique, qu'il faut prendre en compte, y compris par rapport aux initiatives qu'on a eues autour du 12 avril. Et peut-être avoir en tête qu'aujourd'hui, si l'extrême droite, ou en tout cas le principal frein au fait que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir en France,
c'est effectivement le fonctionnement institutionnel de la Ve République, qui fonctionne sur le bipartisme et qui fait que vous pouvez avoir 30% des voix sans avoir aucun député ou avoir très peu de députés. Donc aujourd'hui, la crise économique n'entraîne pas l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, ou en tout cas à court terme, mais on va dire entraîne peut-être la possibilité d'une crise politique future, c'est-à-dire un effondrement par exemple des électorats des partis traditionnels ou des institutions politiques qui pourraient amener au pouvoir l'extrême droite, on va dire, à moyen terme. Face à ça, aujourd'hui, on fait le constat, et ça a été dit, que le camp des exploités est marqué par une forme d'attentisme, mais aussi une forme de défaitisme. Alors il y a des luttes, il y a un certain nombre de luttes locales, il y a eu des luttes cette année sur un certain nombre de fronts de lutte, sur les licenciements, sur les rythmes scolaires, il y a eu la grève à la SNCF, etc. Néanmoins, on va dire qu'on manque cruellement de victoires, y compris de petites victoires qui pourraient redonner confiance aux mobilisations sociales, comme on l'a dit tout à l'heure. D'autre part, on va dire que la plupart des initiatives, y compris les initiatives unitaires qui sont prises, n'agrègent, on va dire, que des militants, des militantes ou des militants ou du cercle militant élargi. Et aujourd'hui, c'est un véritable problème quand on appelle à des rassemblements, à des manifestations, on peine à rassembler au-delà des cercles habituellement mobilisables. Donc on peut dire qu'il y a une forme aussi de crise aujourd'hui en termes de mobilisation unitaire. Et puis le troisième élément par rapport au camp des exploités, c'est que tout ça évidemment amène un dernier aspect qui est ce qu'on pourrait appeler une forme d'affaissement idéologique des structures idéologiques ou des structures mentales, représentations, etc., de ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale. Aujourd'hui, notre idéologie, l'idéologie laquelle on défend, sont en situation de recul très net dans le camp des travailleurs, mais aussi dans un certain nombre d'endroits ou de luttes qu'on peut porter. Donc il y a véritablement un problème aujourd'hui qu'il faut se poser des questions. Alors l'initiative du 12 avril a permis d'avancer sur certaines questions. Et l'idée finalement, c'est quelle initiative on peut prendre pour, on va dire, face à cette situation-là. Alors nous, on est OK pour travailler ensemble, on pense que c'est un des éléments moteurs, effectivement, de toute façon, toute démarche unitaire est un élément moteur de mobilisation. Néanmoins, il faut peut-être poser les choses, y compris les éventuelles divergences et convergences qu'on peut avoir entre nous. Ce qu'on peut dire de manière un peu schématique depuis 10 ans, c'est qu'il y a eu deux stratégies au sein de la gauche, gauche de la gauche radicale, je ne sais pas comment il faut appeler ça. D'une part, une stratégie qui est aujourd'hui incarnée par le front de gauche, mais qui évidemment ne s'y résume pas, qui est celle d'une forme de gauche républicaine qui promeut une alternative institutionnelle, une alternative politique institutionnelle, une vraie politique de gauche entre guillemets. Le problème, c'est que ce genre d'initiative, on va dire, se répète depuis maintenant une dizaine d'années, enfin depuis 2005 en fait, un des points de départ c'était la lutte contre le référendum européen en 2005. Et le problème de ces initiatives-là, c'est qu'à chaque fois ça se recompose, ça se repropose. Souvent les initiatives ou les perspectives sont des perspectives électorales. Alors certes, ça permet de réduire des coûts, de faire 10%, 5%, 12%, etc. Mais à moyen terme ou à plus long terme, ça ne permet pas d'élargir le cercle d'influence de la gauche radicale, ou en termes de propagation des idées, ou en termes de structuration politique, sociale, en termes de conflit de classe, ça ne permet pas forcément de faire avancer les choses. Ce que nous, on analyse ça à l'alternative libertaire, c'est que souvent ce sont des solutions qui sont faites par le haut, en termes d'état-major, ou en termes de rassemblement de cartels politiques, et qu'on pourrait appeler ça, de manière un peu peut-être caricaturale, mais un peu la stratégie du château de sable. C'est-à-dire qu'on construit un beau château, mais il repose sur des fondements un peu fragiles. Le problème aussi, c'est que la question peut-être de divergence que nous on a avec ce courant d'idées, c'est que ça repose sur une alternative institutionnelle, sur l'idée d'un autodépassement du régime politique actuel, notamment avec l'idée de 6ème République, qui serait une république un peu au-dessus des clivages de classe. Et on trouve que ça, forcément, c'est pas une perspective, on va dire, très crédible, pas plus que la révolution internationale prolétarienne à moyen terme, et que du coup, peut-être qu'il faudrait poser les choses un peu autrement. De la même manière, on a un ensemble de divergences avec les thématiques du front de gauche. Alors peut-être, il y a des divergences avec le front de gauche, on en a bien conscience, mais notamment sur les questions du nationalisme, sur les questions du souverainisme, sur la question du protectionnisme. On trouve souvent qu'il y a un discours qui est un peu ambigu sur ces questions-là et qui pose problème en termes de message politique adressé au camp des travailleurs. Donc on ne partage pas évidemment ce type de stratégie un peu par le haut, une stratégie d'alternative institutionnelle, tout simplement parce que nous on pense qu'aujourd'hui le pouvoir politique n'est pas corrompu par le pouvoir économique, on pense tout simplement que c'est le même pouvoir. La classe politique qui gouverne depuis des années à l'échelon local, à l'échelon intermédiaire, à l'échelon national, c'est la même classe sociale que celle qui dirige les multinationales, les entreprises, etc. Alors certes, il y a des divergences, dans toute classe sociale il y a des fractions de classe, etc. Néanmoins, c'est la même classe qui dirige actuellement, et on pense aussi que les institutions
ne sont pas des coquilles vides. Donc les logiques politiques qui défendent l'idée de pouvoir prendre des institutions qui seraient des coquilles vides qu'on pourrait remplir de rouge, de bleu, de vert selon les élections, on trouve que c'est un peu une forme de chimère qui conduit souvent à des impasses politiques à court terme. Puisque quand ces groupements politiques accèdent au pouvoir, bien souvent ils sont obligés de gouverner avec leur droite et on sait ce que ça entraîne en termes de politique sociale, ou plutôt de politique antisociale ou de compromis social avec la bourgeoisie. Donc nous on pense que c'est la deuxième stratégie, une deuxième sorte de stratégie qu'il faut mettre en œuvre, qui est ce qu'on appelle la stratégie de la gauche sociale, une stratégie révolutionnaire. On pense qu'aujourd'hui, il est important de faire émerger un mouvement anticapitaliste, autogestionnaire, extra-parlementaire, en dehors des initiatives électorales qui puissent peser, on va dire, en termes de mobilisation politique. Donc, en termes de priorité, aujourd'hui, nous, ce qu'on défend à Alternative Libertaire, y compris, on les défend en termes de priorité commun avec le courant politique, c'est-à-dire qu'on est ouvert à la discussion, on est ouvert à l'unité à la base pour discuter avec les différents courants politiques. On pense qu'une des priorités fondamentales aujourd'hui, c'est le redéveloppement des luttes, c'est le fait d'initier des luttes, initier des solidarités à chaque endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les quartiers, etc. On pense qu'à la fois il faut régénérer, s'investir dans le syndicalisme, dans les luttes, et pas seulement dans le syndicalisme de boîte, mais aussi au niveau interprofessionnel. On pense que tant qu'il n'y aura pas une lutte des classes qui sera plus intense, plus fructifiante, etc., ce sera que chimère de poser la question d'une alternative politique, que toutes les idées politiques un peu radicales reposent sur des bases sociales inexistantes. Donc on pense qu'il faut redynamiser à un moment donné les luttes, et que c'est une des priorités desquelles il faut discuter entre révolutionnaires. D'autre part, on pense qu'il faut aussi on va dire, investir toutes les formes de contre-pouvoir, de lieux de lutte qui peut initier des luttes, que ce soit par exemple dans l'entreprise, mais aussi dans les quartiers. On pense que les comités de quartier, les luttes qui peuvent être menées au niveau des villes, y compris par exemple contre les grands projets comme Notre-Dame-des-Landes, etc., sont des fonds de lutte aujourd'hui qu'il faut prioriser en termes d'investissement. Et en fait, tout ça, si vous voulez, nous, on pense que toutes les autres questions sont un peu chimériques, ou en tout cas sans intérêt, entre guillemets, si on ne pose pas ça en termes de préalable aujourd'hui pour construire une alternative. Deuxième axe de lutte que nous on propose, c'est une convergence à la base des anticapitalistes. Alors quand on dit anticapitaliste, c'est sur un terme un peu large. On pense aujourd'hui qu'il est primordial, vu le désinvestissement dans les cadres collectifs de l'ensemble de la population, que ce soit les partis, les syndicats, etc., d'initier d'autres formes de mobilisation. Et depuis maintenant 2-3 ans, on a essayé avec Alternative Libertaire, puis d'autres groupes politiques, avec le NPA, les Alternatifs, VP, etc., d'initier des fronts anticapitalistes dans différentes villes. L'idée, c'est de regrouper des militantes et des militants anticapitalistes pour pouvoir échanger, pouvoir construire un peu des bases communes en termes de revendications qu'on puisse défendre lors des mobilisations locales. L'idée, c'est d'avoir un travail de clarification politique, de pouvoir offrir un véritable discours anticapitaliste, révolutionnaire et puis surtout internationaliste dans les différentes mobilisations qui se dégagent au niveau local et national. Et puis on pense que cette idée un peu de front anticapitaliste, alors je termine là-dessus, doit se décliner aussi au niveau des initiatives. Autrement dit, les initiatives comme le 12 avril ou les initiatives qui vont avoir lieu bientôt comme le congrès du FN ou les mobilisations anti-TAFTA doivent être pensées aussi en termes de convergence revendicative et de mobilisation anticapitaliste à la base dans les villes mais aussi au niveau national. Voilà, je vous remercie. Moi, voilà, j'ai envie de répondre d'emblée à la question que mon camarade à côté a posée en début d'intervention. Est-ce que c'est possible de se rassembler aujourd'hui? J'ai envie de répondre d'emblée oui. Mais je vais dire pourquoi aussi. Et puis, je ne vais pas non plus nier les obstacles ni les difficultés. Alors, d'abord, il faut qu'on en débatte dans un moment présent, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la situation où nous sommes et où est notre pays, et où sont les forces sociales et politiques de notre pays. On ne peut pas s'en extraire, il faut qu'on en tienne compte. Pourquoi je dis ça? Parce que les reculs sont considérables, et je ne vais pas les nommer ici, ni les énumérer, à faire le décompte, vous les connaissez tous. Le gouvernement français a fait clairement le choix de l'abandon des valeurs de gauche au profit des marchés financiers, je crois que ça c'est clair, avec un patronat qui dicte sa politique sociale, et on l'a vu notamment au moment de la conférence sociale qui a été d'ailleurs boycottée par un certain nombre de syndicats. Et le clap de fin a été donné, je crois, par Emmanuel Valls à toute tentative d'alternative progressiste en disant la phrase célèbre de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'autre alternative. Je crois que pour nous tous, là, ici présents, c'est clair. Démonstration est faite aussi que cette politique ne marche pas.
Ça se vit, ça se voit, ça se mesure, mais ça se vit surtout par les citoyens et les citoyennes dans notre pays aujourd'hui. Donc des voix s'élèvent d'ailleurs un peu partout, y compris dans le camp du président de la République pour le dire, et je crois que sa majorité est très chancelable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons, qu'ils soient salariés ou chômeurs ou retraités ou autres, des milliers de Français et de Françaises qui ont fait un choix politique à un moment donné, qui ne se retrouvent plus, et je crois que c'est normal de ne pas s'y retrouver lorsqu'un président qui a été élu sous le vocable de gauche mène ouvertement une politique de droite. Il n'y a pas en France, à mon sens, une gauche au gouvernement et une protestataire dans l'opposition. Ça laisserait accréditer l'idée, pour moi, qui est un des éléments du brouillage de repères actuel. La politique menée par François Hollande et Valls n'incarne pas la gauche. Elle n'est pas de gauche, je crois qu'il faut être clair, et elle a rompu avec le chemin du progrès social et des valeurs qui font habituellement vivre la gauche dans notre pays. Donc, pour moi, une vraie politique de gauche est à construire aujourd'hui, à reconstruire si vous voulez, et c'est la question essentielle du débat d'aujourd'hui. Je rajouterai d'ailleurs qu'il n'y a pas de majorité de gauche dans notre pays pour porter la politique de Valls et Hollande aujourd'hui. Alors, moi, je pense aussi, et je le dis sans ambiguïté, qu'il n'y a pas aujourd'hui en France de rapport de force capable de faire changer la politique du gouvernement Hollande et Valls sans la construction d'un nouveau rapport de force politique. On ne pourra pas, par exemple, et ça me paraît essentiel pour les luttes, donner une perspective politique à ces luttes, et elles le sont, parce que c'est une réalité aujourd'hui assez nombreuse quand même. C'est pourquoi nous pensons que tous ceux et celles qui font ces constats, qui ne sont pas d'accord avec cette fuite en avant de l'austérité, avec toujours plus de cadeaux au patronat, etc., ils doivent passer des paroles, de la prise de position, et il y en a des paroles, aux actes et au rassemblement. Parce que transformer la colère et le dégoût et le ras-le-bol et le manque total d'espoir d'ailleurs en mouvement conquérant, c'est ce que nous souhaitons, ça n'a rien d'automatique. Il faut donc créer les conditions, en faisant un énorme effort politique, de produire de l'offensive idéologique, mais aussi du contenu, pour mettre en mouvement toutes ces forces dans une perspective. Et redonner confiance, parce que je crois que c'est ça aussi qui manque le plus, au mouvement social, aux hommes et aux femmes qui se battent. C'est la question, moi je crois, essentielle qui est posée en cette rentrée. Comment sortir du constat de la colère pour agir et construire et se rassembler et mettre en mouvement tous ceux qui en ont marre de cette fuite en avant. Je pense que donc nous sommes à ce moment-là, à la fois on mesure les dangers, et je crois que ça a été dit, les désastres présents et à venir, mais aussi les temps funés possibles. Et ça a été dit par rapport à la situation de la marche contre l'austérité. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, mais je pense aussi qu'elle a été suivie par une réunion au mois de juin avec 300, je crois, à peu près 300 participants. C'est aussi une bonne chose et c'est quelque chose à ne pas abandonner et à continuer. Il me semble que nous pourrions définir ensemble quelques pistes de travail et de propositions sur lesquelles nous pourrions être d'accord pour permettre de créer les conditions d'un rassemblement large. Et pas seulement de riposter au mauvais coup, mais de construire un projet, oui. Alors, il y a quelques pistes, moi je vais les énumérer. Par exemple, libérer l'économie et le travail du coût du capital. Bon, ça a été dit, mais les sécurités sociales, le logement, la santé, la protection sociale. Reconstruire la démocratie pour redonner du pouvoir aux citoyens. Il a été question de la 6ème République, ça c'est les institutions, mais aussi, moi je pense que la démocratie sociale dans les entreprises, le droit et le pouvoir des salariés, c'est très important aussi, et nous pourrions travailler à des propositions ensemble. Et bien entendu, amplifier notre bataille contre le traité transatlantique. Ce sont des pistes de réflexion absolument pas exhaustives et non développées, mais je les livre comme ça. Je pense qu'il faut tenir aussi un langage clair au mouvement associatif social, à toutes ces forces citoyennes et citoyens de gauche qui s'interrogent aujourd'hui sur l'avenir. Ou bien on arrive à ouvrir une autre voie, une perspective, une alternative qui rompe avec l'austérité, qui retrouve le chemin du progrès social, du développement humain, en construisant un nouveau modèle solidaire écologique, ou bien ce sera le choix du maintien de cap, de la compétitivité, de la baisse du coût du travail, avec ses variantes, plus ou moins libérales, ou plus ou moins nationales populistes d'ailleurs.
Au fond, voilà ce que nous proposons. C'est la construction et la mise en mouvement d'un front du peuple. Ma camarade d'ensemble l'a dit, mais bien entendu, je le partage, qui unissent les forces sociales et les forces politiques autour d'un projet. C'est un processus de construction qui ne s'organise pas, bien sûr, autour du périmètre des protagonistes, nous ne le souhaitons pas de cette façon-là, ni autour d'un parti, bien entendu, ou d'un leadership, mais autour d'objectifs communs qui disent la France que nous voulons et les moyens de la construire. Alors, en disant tout ça, bien sûr, je ne gomme pas nos différences, nos divergences. Moi, je pense aussi qu'elles peuvent devenir des richesses. Je pense que chacun a sa place dans ce processus, bien sûr en pleine autonomie de pensée et d'action, pour produire du commun. Je crois qu'on en est capable, tout à fait capable, parce que je vois ici là beaucoup d'idées qui se rassemblent. Le Front de gauche, vous le savez sans doute, va se réunir le 6 septembre pour débattre de toutes ces questions. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas avancer en cette rentrée avec beaucoup d'autres que ceux qui forment aujourd'hui le Front de gauche. C'est d'ailleurs le sens de notre présence aujourd'hui à votre université d'été. Merci. Bon, d'abord, je voudrais aussi remercier les camarades du NPA pour leur invitation. Ça a été dit, mais je pense que dans les périodes comme celle que nous vivons aujourd'hui, ces temps d'échange, de réflexion, de discussion, pour essayer de trouver une voie, sont particulièrement importantes. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps sur le diagnostic, parce que des camarades l'ont dressé, et je pense que sur le diagnostic, en tout cas, même s'il peut y avoir des nuances entre nous, je crois que nous partageons une grande partie. C'est pour nous une triple impasse géopolitique. Ça s'est vu notamment pendant l'été avec la fin annoncée de l'impérialisme américain qui crée des tensions et des risques de guerre, menaces sérieuses pour la paix. Ça s'est vu notamment en Ukraine. Impasse écologique, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle pendant l'été, mais des climatologues disaient qu'on en était certain, le réchauffement climatique avait commencé aujourd'hui. Le dernier rapport du GIEC faisait des projections très inquiétantes, notamment sur l'augmentation du niveau de la mer, etc. Impasse économique et sociale, ça a été dit par les camarades, avec l'austérité généralisée imposée partout en Europe et ses conséquences sociales désastreuses. Nous pensons que ces facteurs, cette triple impasse, rend impossible une alternative tranquille, et que l'heure est grave et qu'elle est plus que jamais au bouleversement. On l'a vu aux dernières élections européennes, ce bouleversement, et le volcan peut éclater d'un côté ou de l'autre du cratère, et l'extrême droite a pris aujourd'hui, il faut le dire, un temps d'avance, et cela nous met, je crois tous, qui sommes ici à la tribune, au pied du mur et devant nos responsabilités. J'ai une camarade qui disait en rigolant, je trouve que la formule est bien donc je la reprends, il n'est pas encore minuit dans le siècle, mais il est sans doute 11h30. Et donc, même si on dit ça souvent, je pense que là, l'heure est particulièrement grave et qu'elle nous oblige à bouger. Elle nous oblige à bouger tous ensemble. Ça passe bien évidemment par des cadres de rassemblement. Il ne s'agit pas de nier qu'il peut y avoir des divergences entre nous. Il faut sans doute apprendre à les dépasser. C'est clair que le rassemblement des forces politiques, des forces syndicales, des forces associatives qui s'opposent à la politique du gouvernement est indispensable. Il y a plusieurs cadres de rassemblement qui existent aujourd'hui. Nous, au Parti de gauche, nous sommes attachés au Front de gauche parce que c'est pour nous un premier cadre de rassemblement qui a été créé et qui a apporté un certain nombre de résultats. Vous le savez, c'est pas une surprise. Le Front de gauche, il est partagé aujourd'hui par des discussions, et ces discussions, il faudra bien évidemment qu'elles aillent au bout. Ce qui s'est passé autour du 12 avril, c'est un deuxième cadre de rassemblement, qui est un cadre de rassemblement extrêmement important, puisqu'il dépasse les organisations politiques. Que cette première marche, bien sûr, son succès a été limité. Mais je crois qu'il nous a permis quand même de reprendre la rue, vous vous en rappelez, à un moment où l'extrême droite paradait et que nous étions un peu vautrés dans l'impuissance. On n'en a pas parlé, mais ce collectif du 12 avril national, il s'accompagne aussi d'initiatives locales extrêmement intéressantes, comme ce qui se passe à Marseille, autour du collectif Riposte, qui réunit des organisations politiques, des organisations syndicales, qui sont particulièrement impliquées notamment dans le soutien aux mobilisations. Ce qui se passe, en tout cas ce qui a commencé à se passer à Toulouse, sous la même forme de création d'un front politico-syndical contre l'austérité. Donc bien évidemment la question qui nous est posée, c'est ce cadre du 12 avril qui n'a pas eu encore un succès bien évidemment exceptionnel, mais qui est un cadre existant
comment nous le faisons vivre à la rentrée, comment nous utilisons les acquis de l'année qui vient de s'écouler pour essayer de reconstruire effectivement une conscience et une volonté de mobilisation. Pour nous, il y a plusieurs axes, bien évidemment, il faudra en discuter. Il y a bien évidemment un axe de soutien à des mobilisations sociales, à des mobilisations pour la défense du service public, à des mobilisations pour le logement, pour la santé, etc. Il y a bien évidemment la nécessité de prendre des initiatives face au mauvais coup du gouvernement. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble au moment du budget, par exemple? Là, il y a des choses importantes à faire ensemble et bien sûr, il faudra en discuter ensemble sur les formes qu'elles prendront, mais je crois qu'à ce moment-là, des initiatives communes seront nécessaires. Et nous pensons aussi que ce front politico-syndical qui est en train de se constituer, il doit aussi avancer sur des propositions alternatives. Et sans doute qu'il faudra aussi discuter, en tout cas nous, c'est ce que sans doute nous mettrons à la discussion, d'éventuelles mesures d'urgence, un nombre réduit, qui permettent aussi de donner des perspectives, des mesures d'urgence pour la transition écologique, des mesures d'urgence contre les licenciements, pour de nouveaux droits, etc. Je ne vais pas développer, mais je pense que c'est aussi important que nous discutions de quelques points. Bien sûr, on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur tout, mais qui pourraient faire accord entre nous et qui pourraient permettre de redonner effectivement une perspective politique. Alors voilà, ces cadres de rassemblement, pour nous, ils sont extrêmement importants, ils sont indispensables, mais bien évidemment, en tout cas c'est ce que nous pensons, ils ne sont pas suffisants. Nous pensons aujourd'hui qu'un paramètre qui a peut-être peu été abordé pour l'instant, c'est que face à cette situation, le système politique aussi est en train de s'effondrer, que élection après élection, l'abstention atteint des taux exceptionnels, grandissants, qu'aujourd'hui les citoyens ne se reconnaissent plus dans aucune de nos organisations politiques, bien souvent, malheureusement, j'ai envie de le dire, mais c'est une réalité qu'aujourd'hui, notamment du fait de la politique du gouvernement, mais pas seulement, la gauche est aujourd'hui attachée et accrochée à la politique gouvernementale et c'est difficile. Je suis d'accord avec ce que disait Martine tout à l'heure, la politique qui est faite au gouvernement n'est pas une politique de gauche, mais c'est difficile de faire comprendre ces choses-là. Et les militants que nous sommes, quand on va rencontrer des gens et qu'on leur dit non mais c'est pas vraiment la gauche, c'est difficile de faire comprendre ça et cette désagrégation du système politique nous oblige aussi à réfléchir à des formes d'implication qui dépassent seulement nos organisations. C'est ce que nous essayons de développer aujourd'hui en disant qu'il nous semble qu'il ne suffit pas de rassembler la gauche, il faut travailler à des axes structurants qui permettent aussi de fédérer le peuple. Et pour fédérer le peuple, il faut, à notre sens, une bataille prioritaire qui est la question de la prise du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Et de ce point de vue-là, même si bien sûr on a des divergences, je rejoins certaines choses qui ont été dites par mon camarade d'Alternative Libertaire tout à l'heure. Je pense que la question majeure est la question aujourd'hui de l'exercice du pouvoir et d'une oligarchie qui sait bien évidemment s'approprier les richesses, mais qui sait aussi approprier le pouvoir, et que les meilleurs programmes que nous pourrons constituer entre nous ont du mal aujourd'hui à passer le cap de crédibilité parce que on se dit de toute façon c'est pas nous qui décidons, c'est pas nous qui avons le pouvoir. C'est pour ça que nous mettons en avant cette question de la constituante, parce que nous pensons qu'avant même de pouvoir avancer des mesures de changement social, de changement écologique, il faut que les citoyens puissent d'abord redéfinir la règle du jeu et se réapproprier le pouvoir politique. Voilà, c'est pour ça que nous défendons cette idée. Il ne faut pas voir, on l'appelle constituante, 6ème République, il ne faut pas le voir seulement comme quelque chose d'institutionnel. Ça dépasse, il ne s'agit pas de discuter de la composition du Conseil constitutionnel ou de savoir s'il faut un Sénat, une chambre ou deux chambres. Pour nous, c'est l'extension des droits dans l'ensemble des champs de la citoyenneté. C'est aussi les nouveaux droits dans l'entreprise, c'est comment les salariés ont du pouvoir dans l'entreprise. C'est aussi des nouveaux droits, notamment dans l'accès aux biens publics. C'est aussi l'exercice de la démocratie locale, et de ce point de vue-là, pour faire émerger cette bataille de la souveraineté, parce que c'est en fait la question de la souveraineté qui est posée, il nous semble qu'il y a aussi des batailles prioritaires à la rentrée. Celle, ça a été évoqué tout à l'heure, contre le grand marché transatlantique, puisque le grand marché transatlantique est bien évidemment une confiscation de cette souveraineté populaire. Elle n'a pas été évoquée aussi, et parce qu'elle paraît très compliquée, technocratique, mais aussi la bataille contre la réforme territoriale, qui va conduire quand même à la fin de la démocratie communale, qui est déjà bien évidemment bien attaquée, mais c'est pas pour ça qu'il faut accepter qu'on l'achève totalement. Et c'est ces batailles-là qu'il faut que nous menions ensemble. En tout cas, nous mettons aussi à la discussion cette idée de la bataille pour la constituante. En octobre prochain, ce sera la mi-mandat de François Hollande, et dans une constitution de la 6ème République où le peuple se serait réapproprié le pouvoir,
il y aurait aussi une mesure qui pourrait être par exemple le référendum révocatoire, et nous pensons aussi qu'il peut y avoir des initiatives à prendre en ce sens-là au moment de la mi-mandat de François Hollande. Voilà quelques pistes de travail que nous pourrions élaborer et discuter ensemble. Et donc je vous remercie de nous avoir invités à cette université. Je suis, on va dire, un des éléments du mouvement social, mais autour de la table, je suis un peu tout seul, en disant hors parti. Alors, je vais évidemment aborder un petit peu la question de l'indépendance du mouvement social et l'articulation du mouvement social avec le politique. Donc, le 12 avril, et puis ce qui en a été suivi, évidemment, on y a participé. On trouvait intéressant d'avoir un arc de cercle relativement large qui allait de l'alternative libertaire au Parti communiste. Bon, et donc d'ailleurs, c'est Olivier Besançon qui m'a appelé pour me proposer de venir. Je dis tiens, pourquoi pas, on va aller voir. C'est pas dans nos habitudes, si vous voulez, d'aller discuter ou manifester avec les partis politiques. Alors la question qui se pose, en y réfléchissant, en vous écoutant d'ailleurs, parce que bon, j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais ce sur quoi on est d'accord, au moins, ce sur quoi on est d'accord, c'est que s'il n'y a pas de mouvement social, bon, je pense, s'il n'y a pas de mouvement social, ça va être dur de construire un front puissant qui soit en capacité d'arriver au pouvoir. C'est son objectif, c'est l'objectif des partis politiques, c'est de prendre le pouvoir. Donc, bon, et justement, donc, il faut travailler sur le mouvement social, et il faut se mobiliser sur le terrain, il faut soutenir les mouvements sociaux. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que si vous voulez, les mouvements sociaux, des fois, peuvent devenir la courroie de transmission d'une organisation politique ou d'une autre, ou faire partie d'un panier de mariage, si vous voulez. Bon. Et donc, là, cette question d'indépendance, je ne dis pas de l'autonomie, autonomie peut-être si vous voulez, mais indépendance, une relative indépendance, laisser les mouvements sociaux et soutenir les mouvements sociaux dans la période actuelle, me paraît quand même relativement important. Parce que si vous voulez, je ne pense pas que les politiques aujourd'hui, il me semble qu'il y a des difficultés, en tout cas pour les partis politiques et pour la gauche politique, de se faire entendre dans les masses, dans les classes populaires, au niveau du peuple. Bon. Donc, il y a des difficultés avec le brouillage que nous a mis en place là, de manière particulièrement brutale Hollande depuis son arrivée au pouvoir. Bon, c'est évident que la gauche politique a du mal à passer le message. Les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient plus. Donc il faut trouver les moyens de défendre avec efficacité ceux qui souffrent aujourd'hui des politiques néolibérales, brutales, et excessivement brutales, et encore plus brutales que son prédécesseur, qui sont mises en place aujourd'hui. Il faut apporter des réponses concrètes. Pour apporter ces réponses concrètes, il faut aller sur le terrain. Alors il y a des luttes. Moi je pense qu'il ne faut pas être totalement pessimiste sur la période. Bon, il y a... ok, dire des luttes perdues. Non, il y a des luttes qui gagnent. Il y a des luttes qui gagnent, et moi je pense que, par exemple, c'était un peu cité, les salariés qui prennent en main leur entreprise, qui se mettent en coopérative, etc., c'est une forme de lutte. C'est difficile, hein, mais c'est une forme de lutte, comme on en a connu à d'autres époques. Mais je pense que c'est quelque chose de positif, c'est une réponse aussi qui est apportée et qu'il faut absolument soutenir, développer, populariser, c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir, nous, êtres humains, collectivement, à prendre en main notre avenir et notre outil de travail. Je trouve que la lutte aussi de Notre-Dame-des-Landes, elle apporte aussi, elle montre qu'en tout cas la résistance, elle est possible par rapport à un projet qui est défendu par un Premier ministre. Hein. Bon, nous, au Dalle aussi, ça va, quoi. Bon, on obtient des logements, on bagarre, même si on occupe, bien, on a occupé une NPE au Bervilliers, même si parfois on a des difficultés, d'ailleurs, avec le politique élu. Celui qui est élu, celui qui représente, qui nous représente, là, bon, casser à la table, bon, c'est pas facile. Au Bervilliers, on a quand même des composantes de la gauche qui sont là et qui nous ont pas beaucoup aidés.
pour ces mal logés sans papier, pour une partie d'entre eux expulsés à la rue et qui ont campé pendant des mois dans des conditions difficiles. Bon. Donc j'espère qu'ils seront là pour nous soutenir. Là, quand on va aller en procès, que le maire va venir avec son écharpe, son adjoint au maire aussi chargé du logement, et dit allez, on y va, on soutient ces salariés sans papier et sans logis qui ont occupé une NPE. Vous voyez? Ben ouais, non mais ça c'est un problème aussi, ça pose des... C'est-à-dire que le politique doit être non seulement sortir de la logique de la courroie de transmission, bon, que nous on a connu, hein, au DAL, je peux vous dire, on en a eu des tentatives de transformer le DAL en courroie de transmission. Bon. Mais également de soutenir les luttes. De faire la démarche, de dire allez on y va, même si ce n'est pas forcément les électeurs, le cœur, le noyau des électeurs. Bon, locaux aux élections municipales, les élections municipales sont passées. Hein, pour reprendre Aubervilliers, justement, bon, on a lutté pendant les élections municipales, ça a changé de maire, c'est passé du PS au Front de Gauche. Bon. C'est pas mal, je trouve qu'on a participé, on a fait notre participation. Le mouvement social a une utilité fondamentale et s'il est dynamique, et ben ça gagne. Alors juste pour finir, je voulais dire ce petit mot que je voulais dire. Donc nous, en tout cas, on va le DAL, on a créé la DAL HLM et on va aller dans les quartiers organisés, structurés dans les quartiers HLM. Pourquoi? Parce que les locataires aussi HLM sont dans la nasse, évidemment. Et pourquoi ils seraient épargnés alors que tout le monde se fait baiser ou se fait dépouiller? Les locataires HLM aussi, à terme, il y a un processus qui est engagé depuis 15 ans, sont dans l'entonnoir. Aussi bien en ce qui concerne les loyers, le niveau des loyers, le maintien dans les lieux. On voit toutes les opérations de destruction des quartiers populaires HLM qui sont conduites maintenant depuis une quinzaine d'années, bon, et qui visent en réalité à renvoyer un peu plus loin les classes populaires. 2 minutes. Oh, bah dis donc, j'avais presque fini. Bon, voilà. Donc, nous, on est prêts à continuer. Mais je voudrais dire aussi, on a reçu un mail cet été de Solidaire qui proposait également de réunir les mouvements sociaux. Je trouve que c'est une bonne idée, on va y participer aussi. Donc, je pense que c'est positif de discuter, d'échanger, et de pouvoir bon, aussi dire, là, il y a un truc qui ne va pas, bon, hein. Mais on voit tout ça plutôt d'un bon œil, parce qu'on est bien conscient que dans la période actuelle, qui est très répressive aussi pour les mouvements sociaux, on en sait quelque chose, les intermittents aussi, les postiers, et puis voilà, la répression elle est là, essayer de laminer aussi bien au plan économique qu'au plan de l'intimidation, qu'au plan de refus d'aller, enfin comment dirais-je, de lâcher aucune concession hein, dans certains cas, ou de réprimer, d'essayer d'envoyer des militants en prison. Bon voilà, c'est des pratiques coutumières qu'on connaît depuis longtemps, mais qui se sont accentuées, qui se sont renforcées. Il est certain aujourd'hui que le pouvoir en place est plus habile à diviser les mouvements, à les affaiblir et à monter évidemment les différentes, à monter les classes populaires et les classes moyennes, enfin différentes tendances les uns contre les autres. Ils ont une habileté à diviser pour mieux régner, c'est pas nouveau, mais bon, c'est une vieille recette. En tout cas, je pense qu'on a plutôt, dans ce cadre-là, intérêt à nous unir face à ces tentatives de division qui sont mises en place par le pouvoir néolibéral, un petit peu... Stop. Un petit peu stop. Stop au pouvoir néolibéral hollandais. Il se trouve qu'avant de venir dans cette salle, j'étais, avec certains d'entre vous, dans une autre salle où nous parlions précisément du TAFTA et du protectionnisme et du libre-échange, hein, qui sont des thèmes plus généraux mais qui sont très liés. Et pour ne rien vous cacher, on n'était pas tous d'accord, hein, mais il y avait un point commun quand même entre nous tous, enfin, semble-t-il, c'est que nous souhaitions aborder cette bagarre sur des positions de classe et sur des positions internationalistes. Et d'après les interventions donc, dans ce débat juste avant celui-ci, eh bien, certains se plaignaient que dans leur coin, ils avaient affaire à des camarades
appartenant aux organisations ici présentes, qui étaient aussi contre le TAFTA, mais qui le faisaient sur des bases nationalistes, sur des bases souverainistes, etc. Cause commune avec nos patrons contre l'ennemi américain, par exemple. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai personnellement constaté aussi, hein, dans la presse de différentes organisations, qu'on en fait une affaire des Français et parfois des Européens en général, défendant leurs acquis contre ces Américains qui, eux, seraient incapables d'être porteurs de ces mêmes valeurs. Une minute. Donc, s'il est vrai qu'il y a du vrai dans cette histoire-là, les acquis sociaux sont un peu plus importants en Europe qu'aux États-Unis d'Amérique du Nord, mais ce n'est pas valable dans tous les domaines. Ça recule énormément, hein, et pas seulement sous la pression des Américains. Hein, nos classes dirigeantes françaises et européennes contribuent à faire reculer ces acquis sociaux. Et aux États-Unis, il y a des opposants aussi au TAFTA, notamment dans la classe ouvrière, notamment chez des organisations écologistes américaines. Donc, il faudrait que, si on veut travailler ensemble contre ces projets ultralibéraux transatlantiques, eh bien, on le fasse sur des bases qui soient des bases de classe, qui soient des bases internationalistes. Merci, Jacques. Alors, ma question s'adresse aux camarades du Front de gauche. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses d'un rapprochement avec les Verts, parti qui soutient à fond l'Europe libérale. À Aulnay, au municipal, alors que je comptais voter Front de gauche, je pensais que le PC et le PS allaient se présenter ensemble, Front de gauche. Malheureusement, le PC s'est présenté avec le PS, donc hors de question que je vote ça. Et le parti de gauche s'est présenté avec les Verts, avec le soutien d'un ex-NPA, d'Aulnay, et le soutien d'un Modem. Là, c'est carrément le grand écart. Donc, le NPA ne se présentant pas à Aulnay, j'ai voté non. Sinon, j'aurais voté Front de gauche, mais j'étais dégoûté. Alors, le principal handicap du Front de gauche, c'était Mélenchon. Donc au début, quand j'ai entendu qu'il démissionnait, je me suis réjoui. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire quand je croisais des militants du Front de gauche dans les manifs. Je leur disais, votre handicap, c'est Mélenchon, il faudrait le dégager parce qu'il est insupportable. Maintenant, il va se mettre en pointe, comme il dit, pour la 6ème République. Mais la 6ème République, ça peut intéresser des gens qui sont très politisés, qui connaissent déjà pas mal de choses, mais le Français moyen, le travailleur moyen, il voit pas trop ce que la 6ème République peut apporter par rapport à la 5e. Je me doute bien que dans l'esprit des gens du Front de gauche, ce serait quelque chose de très différent, mais pour les gens, c'est pas leur préoccupation première. Voilà. Moi je reste un peu sur ma faim là par rapport aux introductions parce que je trouve que ça reste extrêmement général et je pense qu'il faut qu'on discute justement, à quoi a servi le 12 avril et quelles peuvent être les suites. Il faut dire qu'est-ce qui a été positif dans le 12 avril, et je pense que ce qui est net, et on l'a vu justement avec les mobilisations sociales, en particulier celles des cheminots qui ont suivi, c'est que le 12 avril a été un moment de concrétisation d'un saut dans l'opposition au gouvernement. C'est-à-dire que depuis que le gouvernement était au pouvoir, il y avait toute une série d'hésitations dans notre corps social autour de cette période qu'on vient de connaître juste avant les congés d'été. Il y a eu un saut avec cette mobilisation du 12 avril, la mobilisation des cheminots, Notre-Dame-des-Landes, les intermittents, les postiers, etc. On a vu un saut, et pour moi la question c'est comment est-ce qu'à la rentrée il y a un nouveau cap qui est franchi. Et je crois que c'est un peu de ça qu'il faut discuter, c'est-à-dire quels sont les outils dont on se donne au-delà de nos divergences effectivement, parce que sur la question du rapport aux institutions, je pense qu'on se mettra pas d'accord, sur ce que vient de dire le camarade non plus. Bon, tout ça à la limite, j'ai envie de dire, quasiment ça sert à rien de rediscuter. Enfin, moi j'ai pas envie de discuter sur la 6ème République, le rapport à Europe Écologie Les Verts, parce que je pense que
voilà, on a des désaccords qu'on ne peut pas résoudre sur cette question-là. Par contre, moi je trouve que ce qui est utile, c'est de dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui on pense qu'il est possible de construire une mobilisation de masse contre le congrès du Front National qui aura lieu à Lyon? Est-ce que c'est possible de construire une nouvelle manifestation contre la politique du gouvernement et contre les annonces qui viennent d'être faites et par Hollande et par Valls? Est-ce que c'est possible de construire une nouvelle étape dans les mobilisations sur les salaires, où on en parlait tout à l'heure, la deuxième phase par rapport à ce qui s'est passé à la SNCF, qui va être la mise en place du plan conduit par le gouvernement? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur construire ce type de mobilisation? Et dernier mot, est-ce qu'on pourrait aussi se dire qu'il pourrait y avoir un effort commun pour que dans les syndicats aussi on contribue à construire des oppositions au gouvernement? Parce qu'on l'a vu justement dans la mobilisation à la SNCF, ce que raconte Thierry Lepan, c'est grosso modo de donner des gages au gouvernement et de pas du tout soutenir la mobilisation, si ce n'est de lui mettre des grands freins. Moi je suis enseignant, je suis instit. L'année dernière, on a eu une mobilisation contre les rythmes scolaires. On sait très bien que la direction de mon syndicat, qui est le SNUPP, en réalité était d'accord avec la réforme et a soutenu le gouvernement de A à Z. Bon, sur cette question-là, donc il y a une question centrale aussi qui est: est-ce que les courants qu'on représente, est-ce que les militants qu'on représente, les organisations politiques et les associations, etc., dans les syndicats, est-ce qu'on peut aussi batailler pour que, à la gauche de ces directions syndicales qui manifestement aujourd'hui, pour une bonne partie servent la soupe du gouvernement, on est capable de construire des oppositions qui permettent de construire des mobilisations de masse? Ouais, salut, donc Guillaume du NPA et de son courant communiste révolutionnaire. En fait, moi, les camarades, je me suis inscrit parce que en écoutant les différentes introductions, je pense, enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est le cas des autres, mais à mon avis, il y a un truc qui n'est pas clair dans le débat. Il faudrait voir peut-être de quoi on discute. Il y a deux choses qui sont mélangées, quoi. Est-ce qu'on discute de voir si on peut construire, avec tous les intervenants et toutes les organisations qui sont représentées là, un projet politique global en commun? Ou est-ce qu'on discute d'un plan de lutte par rapport aux attaques concrètes d'aujourd'hui? Et ça, c'est des trucs qu'on est, à mon avis, bien en mesure de discuter, et ce qui serait plutôt nécessaire de discuter. Mais le mélange des deux discussions, elle rend la discussion impossible. Parce que, non, on n'a pas de projet global en commun. Moi, je rejoins ce qu'a dit Antoine, et sur les municipales, je rejoins ce qu'a dit le camarade. À mon avis, il a insulté personne, il a dit une réalité, on l'a tous et toutes constaté dans nos villes. Et en plus, qu'est-ce qui prime aujourd'hui dans le débat médiatique sur la question du projet commun à gauche du gouvernement? Il y a 2 jours, Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, elle dit qu'il faut faire une alliance entre la gauche du PS, nous et le front de gauche. En même temps, il y avait Cécile Duflot, elle disait la même chose. Il y a 2 mois, c'était la gauche du PS qui a reparlé de gauche plurielle. C'est ça qui prime. Et ça ne concerne pas un projet de renversement du capitalisme, des institutions, etc. Ça propose de mettre en minorité, d'un point de vue parlementaire, le gouvernement actuel et de faire une nouvelle majorité de gauche. En tant que révolutionnaire, c'est non. Donc si on discute de ça, ça ne va pas aller bien loin. Par contre, je pense que si on discute du collectif du 12 avril, et Robert intervenait dans ce sens-là, mais pour moi, il faudrait discuter concrètement. Depuis la création du collectif du 12 avril, il y a eu des bagarres. Il y a eu la grève des intermittents, il y a eu la grève des cheminots. Au moins ces deux-là. C'était quoi l'utilité et le rôle joué par le collectif du 12 avril dans ces bagarres-là, pour notre classe, quand elle se mobilise? Moi, pour la grève des cheminots, mon bilan, il est mitigé, parce que je pense qu'on a des désaccords qui se sont exprimés, y compris. André Chassaigne du PCF, il a proposé des amendements qui ont mis fin à la grève des cheminots. Bon, et ben on a une discussion à avoir là-dessus. Quand on aborde une rentrée, on sait qu'elle sera chaude. Elle peut l'être, du moins. Il y aura des mobilisations. Est-ce qu'on doit... Enfin, si on insiste uniquement sur les aspects difficiles, et que par là on veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de défendre un projet politique révolutionnaire, alors effectivement, c'est une tonalité de discussion que moi je refuse. Par contre, si on voit pour la rentrée, quel est le plan de lutte? Moi je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'on devrait tous l'être, pour voir quel est le plan de lutte contre le pacte de responsabilité, contre les licenciements, contre la casse des conditions de travail avec l'ANI. Quel est le plan de lutte qui fait qu'on peut convoquer, on peut se battre ensemble par exemple, pour convoquer une journée de mobilisation avec grève et avec un programme de revendication qui soit un peu clair. Mais si on mélange ça avec le projet et qu'on commence à rentrer dans les combinaisons parlementaires, de toute façon on est en train à nouveau de paralyser justement la possibilité de s'unir, si c'est dans l'action et si c'est pour combattre. Oui, bonsoir, je suis aussi comme Tristan, militant d'Alternative Libertaire. Moi, je voulais intervenir par rapport à la première intervention. Il y a un côté fédéral et si j'ai le temps un côté local, mais en tout cas de la première intervention du copain du NPA sur tu as parlé de cafouillage au départ du 12 avril. Nous on pense au niveau Alternative Libertaire qu'il n'y a pas eu de cafouillage parce que c'est le NPA qui a pris l'initiative du 12 avril. Ce qu'on pense par contre, c'est qu'en suivant il y a eu des cafouillages qui sont des rivalités internes et des rapports de pouvoir au sein du front de gauche et que, y compris, ça a mis à mal le travail avec les mouvements sociaux.
et que, pour ne citer que Sud et Attaque, effectivement, aujourd'hui, ils sont réticents à poursuivre le 12 avril de cette façon. Alors, on n'est pas des martiens, hein, nous militants communistes libertaires, on n'est pas des martiens qui viennent d'une autre planète. On sait très bien aussi que 2017, c'est bientôt, hein, c'est pour demain, que les choses vont se mettre au niveau des appareils politiques en place, probablement dès novembre-décembre, et qu'à ce moment-là, effectivement, quelle place et quel équilibre on met pour la suite du 12 avril entre les mouvements sociaux, comme on équilibre avec les mouvements sociaux et les organisations politiques, sans que ça se draine avec des rapports de pouvoir pour 2017. Et au niveau local, si j'ai encore un peu de temps, hein, je suis toulousain, il y a depuis quelques années un mouvement autour du 1er mai de militants du mouvement social qui s'appelle Bazar au Bazacle. Depuis 2 ans, on y martèle, notamment nous, mais aussi des copains de Sud, intermittents du spectacle, qu'il faut des convergences de lutte sur la ville de Toulouse. Aujourd'hui, on est dépassé. C'est-à-dire que c'est une initiative de squat qui appelle à des convergences entre les intermittents, les précaires et les chômeurs. Et effectivement, est-ce que les fronts anticapitalistes, les militants des fronts anticapitalistes toulousains seront capables d'y agréger des syndicalistes? En tout cas, on pense que sur le terrain, à un niveau local, c'est relativement important de poser cette question-là et d'aller ensemble sur la convergence des luttes entre chômeurs, précaires et syndicalistes. Oui, moi je voulais juste intervenir pour raconter comment ça s'était passé chez moi à Avignon, une grande ville, mais où en fait il y a un petit décalage par rapport aux interventions. C'est que, il me semble, hein, c'est qu'il y a eu une initiative nationale. Il semble qu'on n'ait plus besoin de ça à Avignon. On ne lance pas des manifs unitaires avec des syndicats et des partis politiques et des associations. Localement, ça se fait pas, hein, c'est rare, ça se fait pas. Je parle sous le contrôle de mes camarades d'Avignon. Par contre, quand cette initiative nationale a fait que cette réunion, vraiment, il y a eu des associations similaires aux DAL. On n'a pas le DAL, mais on a des collectifs qui travaillent dans les quartiers contre les inégalités, contre le chômage. On a eu beaucoup de monde à la réunion. Il n'y avait pas eu autant de monde depuis 2005, depuis le TCE. À la manif, donc tout le monde finalement était sur un pied d'égalité, donc du coup ça a permis à tout le monde de se sentir pas derrière une grosse organe qui va mener la lutte, que ce soit syndicale ou politique, mais que chacun avait vraiment son rôle à jouer. Il y a eu une mobilisation, une réelle mobilisation, hein, en termes de militants aguerris, hein, qui n'a pas forcément donné un grand espoir à ce moment-là. Parce que pour convaincre les gens qui viennent plus aux manifs de venir aux manifs, il faut faire des démonstrations, pas juste des appels. Mais par contre, ça a convaincu le noyau dur. Et ceux qui viennent habituellement aux manifs, qui n'y croient plus, mais qui viennent quand même. Et c'est là que c'était important, parce que ceux qui n'y croient plus, mais viennent quand même quasiment par habitude parce qu'il faut le faire ou quoi, eux sont ressortis super enthousiasmés, ont écrit des lettres à leurs syndicats, à leur groupe, à leur milieu, pour dire que c'était génial. Pourquoi? Pour des détails. Parce qu'on n'est pas parti du même lieu, on n'a pas fait une manif d'une demi-heure, on est parti des quartiers populaires, ça a été plus long, il n'y avait pas une grosse sono, tout le monde reprenait des slogans, les slogans partaient d'un peu partout, c'était dynamique, ça donnait confiance parce qu'il y avait des gens qu'on croisait, pas habituellement, mais qu'on croisait dans c'était pas coupé en plusieurs morceaux, c'était unitaire vraiment, et au-delà de tous les trouver ce cadre-là. On n'est pas monté à Paris, on a fait ça localement, ça a reboosté. Le seul truc qui ne va pas dans cette histoire-là, c'est que tout le monde était frustré que ça ne débouche pas sur autre chose. C'est-à-dire que nous, tout le monde pensait qu'il fallait battre le fer tant qu'il était chaud, qu'il fallait repartir la semaine d'après, et ça n'a pas fonctionné, parce qu'au niveau national, ça n'a pas fonctionné. Donc à la rentrée, je pense que c'est une bonne idée les manifs décentralisés, et c'est une bonne idée de poursuivre cet effort-là, mais avec peut-être plus de rythme. Donc Gaël du comité Poste dans le 92. Moi, le truc, c'est pas tant que je crois pas que ça nous intéresse de discuter avec les camarades de l'utilité ou pas, quel rapport on a avec les institutions, quel rapport on a avec le Parti Socialiste, parce que de fait, ces discussions-là, elles sont importantes de les avoir. La question, c'est surtout de voir quelle est l'urgence aujourd'hui, voilà. Et de bien constater que, évidemment, comme l'a dit Guillaume, globalement, sur ces questions-là, on est en désaccord. Mais ce qu'il faut arriver à tester, ce qu'il faut arriver à vérifier, c'est si on croit un peu à ce qu'on dit, c'est-à-dire que le mouvement social, la lutte des classes, ça sert à poser la question du pouvoir, à créer de l'alternative politique, vérifier sur le terrain comment on fait et comment on se pose des problèmes. Bon, et par rapport à ça, très franchement,
Nous, dans le 92, comment on fait? Par exemple, on a un boulot unitaire avec le PC sans aucun problème, mais ils savent qu'ils ne viennent pas taper à notre porte quand il s'agit de faire des listes unitaires municipales, parce qu'ils savent que ça ne sera pas avec le PS et qu'ils savent que, de notre point de vue, il n'y a pas de cohérence. Alors, partout où ça bagarre et partout où ça résiste, quelle que soit, j'ai envie de dire, l'étiquette de ceux qui le font au sein du monde du travail, il y a une répression qui s'abat importante chez les cheminots, chez les postiers, dans le DAL et compagnie, et par rapport à ça, il va falloir aussi qu'il y ait une réponse qui soit un minimum commune. Et sur ces 10 secondes qui me restent, aujourd'hui, il me semble qu'à la rentrée, ce sur quoi il faut taper, il y a le congrès du FN et compagnie, mais on voit cette nécessité de la question de la convergence intermittent, postier et cheminot, et nous, il faut qu'on voit si on est possible, et c'est possible de mener ce type de bagarre ensemble, de façon un peu propagandiste et agitatoire, mais d'essayer de le mener dans tous les terrains, et social et politique. Il y a quand même plusieurs choses, mais avant de commencer à discuter de la situation française, personnellement, il y a quand même une question qui me tient à cœur, c'est la question de la Palestine. Camarades, comme vous le savez, je ne vais pas y revenir ici, on n'a pas le temps, mais vous savez aussi que notre camarade Alain Bojola est l'objet de poursuite du gouvernement pour des raisons qui sont des raisons de solidarité internationale. Pour l'instant, l'activité autour de ça n'a pas commencé parce que c'est la rentrée sociale qui se prépare. Il est évident qu'à la rentrée, toute une série d'initiatives vont avoir lieu. Moi, personnellement, je discute avec mes camarades du NPA d'organiser des délégations dans les mairies PS, en particulier, pour exiger des maires du Parti Socialiste qu'ils prennent position pour la levée des poursuites. Et la première question que j'ai envie de vous poser, mes chers camarades, c'est: serez-vous avec nous pour mener cette activité, pour empêcher la criminalisation de la solidarité internationale? Parce que là, il y a un enjeu, et c'est un enjeu considérable. Ça, c'est la première question que je voulais vous poser, notamment à nos camarades du Front de Gauche, bien sûr. La deuxième question, le deuxième aspect de la question, c'est bien évidemment la situation politique. Alors, camarades, j'ai entendu le représentant du PG, je ne partage pas son opinion. Je ne suis pas partisan de la Constituante. Nous sommes les défenseurs de la République sociale avec tout ce que ça veut dire. Nous le formalisons aujourd'hui en termes d'un gouvernement anti-austérité qui prennent les mesures anticapitalistes que nécessite la situation et qui assure le droit du travail. Bien. Tout ceci, je pense qu'il faut continuer à en débattre à gauche. Il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre le débat. Mes camarades, nous savons bien aussi que c'est un débat long, que c'est un débat qui nous traverse depuis des décennies et que les choses ne se régleront pas du jour au lendemain. Et mes camarades, je pense aussi, moi comme Marx, qu'un pas en avant vaut mieux que 10 programmes. Et je pense qu'effectivement, la question des questions qui nous est posée aujourd'hui, c'est face au pacte de responsabilité, face au budget, qui est le pire des budgets qu'on puisse imaginer, face aux provocations de base, n'est-il pas temps, comme le NPA l'a proposé dans un communiqué il y a quelques jours, de mettre à l'ordre du jour de tout mouvement ouvrier l'organisation d'une manifestation contre ce budget? Et en particulier, parce que ce ne sont pas nos forces uniques qui permettent de réaliser une telle chose, de s'adresser aux organisations syndicales qui ont esquissé une position certes timide, certes timorée, mais juste sur le fond lors du sommet social, pour que, ensemble, dans la rue, contre le budget de Valls, nous soyons par dizaines de milliers dans la rue très bientôt. Voilà des questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses relativement rapidement, et je suis sûr que mes camarades aussi. Bon, je suis Gérard, je suis de Quimper, situé à peu près, c'est en Bretagne. Bon, sur l'histoire du 12 avril, moi je crois que par exemple chez nous en Bretagne, le 12 avril a été un élément important. Il y a eu une vraie mobilisation unitaire, etc. Moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire mon précédent camarade sur le fait que le collectif du 12 avril doit se fixer comme but des choses concrètes. Et entre autres contre la politique budgétaire, contre la politique d'austérité du gouvernement, et c'est là-dessus qu'il faut mobiliser, et effectivement essayer de développer un mouvement social. Mais moi je voudrais poser quand même des questions par rapport à ça. Jean-Baptiste en a un peu parlé, alors nous aussi, sur les occupations de maisons, etc., ça on fait. Mais il y a eu quand même, dans la période, alors c'est pas parce que c'est en Bretagne, mais je vais insister quand même, il y a eu quand même 2 grandes luttes qui sont fixées des choses précises. Bon, c'est d'abord Notre-Dame-des-Landes. Alors, on a fait un peu allusion à Notre-Dame-des-Landes, mais on est près de la victoire au niveau de Notre-Dame-des-Landes, et une des raisons, et il n'y a pas eu un grand mouvement de solidarité de l'ensemble du mouvement ouvrier sur cette affaire-là, mais une des raisons, c'est que les acteurs, les moteurs essentiels de cette lutte ont dit dès le début, on lâche rien, on va jusqu'au bout.
C'est la détermination qui fait que mois après mois, il y a eu des mobilisations, il y en a eu encore au mois de juillet, et elles sont toujours aussi importantes, avec des confusions, etc. C'est pas chimiquement pur et tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est ça qui a été déterminant. Et y compris du point de vue du collectif du 12 avril, c'est évidemment ça qui est important. C'est savoir si toutes les composantes sont capables d'être réellement dans ces luttes-là. Et je vais faire quand même un petit saut pour une deuxième lutte, ça va en fâcher peut-être quelques-uns. C'est ce qui s'est passé en Bretagne l'automne dernier, avec ce qu'on a dit, les bonnets rouges. Nous, on a parlé de marée rouge. Bon, les militants, les ouvriers se sont mobilisés en masse pour défendre leur emploi, pour défendre leur travail. Alors c'est peut-être du travail de mer, parce qu'ils travaillent dans l'agroalimentaire, dans le poulet qu'on exporte, etc. Mais ce sont des milliers et des milliers de gens qui sont en train qui ont été licenciés, et ils continuent d'être licenciés. Hein. Il y a eu des mobilisations importantes, et une partie du mouvement ouvrier leur a tourné le dos. Non seulement leur a tourné le dos, mais les a insultés. Et ça, c'est pas acceptable. Si on veut créer effectivement une convergence de lutte et essayer de créer ce mouvement social qui est absolument nécessaire pour inverser le rapport de force, évidemment, quand il y a des grandes mobilisations comme ça, elles ne sont pas chimiquement pures, elles sont pleines de confusion, mais il faut que nous soyons dedans pour effectivement les aider à s'orienter et les aider à répondre à cette situation dramatique. Oui, bonsoir. Non, mais pour dire une chose qui a été dite en partie par pas mal de camarades, c'est que le 12 avril, ça a permis quand même une première riposte unitaire, militante, voilà, avec plein de force contre la politique d'austérité du gouvernement. Et ça, c'est super positif. Le débat qui se poursuit aujourd'hui, d'ailleurs, on est là dans la continuité. Mais puisqu'il y a débat, je crois qu'il faut se dire les choses. Enfin, pas mal de camarades l'ont dit, mais c'est vrai que, bon, moi, par exemple, je milite dans une commune où on s'est présenté au municipal avec le PG. Ben, ça ne nous a pas empêché, en tant que NPA, de dire au PG ce qu'on pense du souverainisme, du fait qu'on ne pense pas que la solution, elle va passer par une défense d'intérêts nationaux, que notre bourgeoisie est complètement compromise dans tous les traités internationaux voilà, qui vont contre les travailleurs, donc la bourgeoisie française, donc c'est pas un problème de souveraineté, voilà, on se le dit. De même pour les camarades du Parti communiste, moi je vais dire à la camarade du Parti communiste la même chose que je dis à mes camarades dans ma commune. Dans ma commune, les camarades du Parti communiste votent le budget du PS, ils votent l'austérité, ils votent le non-remplacement à la retraite, ils votent la dette, ils votent les prêts toxiques. Bon, voilà, donc il y a un niveau où, oui, il faut rompre avec ça, il faut, camarades, qu'on choisisse de quel côté on est. Si on veut une autre alternative, ben, il ne faut pas voter, il faut pas co-gérer avec le PS, et il ne faut pas défendre des intérêts qui sont des intérêts voilà, qui ne sont pas les intérêts des travailleurs. Et je crois que c'est l'intérêt des débats de se dire les choses, parce qu'on ne pourra pas encourager le mouvement social qui repart, qui est quand même un petit peu reparti, effectivement, les camarades l'ont dit, avec la grève des cheminots, avec la grève des intermittents, aussi en partie avec les manifestations sur Gaza, où on a entendu une critique sévère du gouvernement. Bon, ben, dans ces mobilisations qui renaissent, qui se reforment, eh bien, il y a une contestation de la politique du gouvernement, et nous, le seul moyen qu'on a d'encourager cette contestation, d'encourager ceux qui bougent, d'encourager ceux qui contestent réellement l'austérité, c'est de dire clairement qu'on combat ce gouvernement, qu'on combat cette politique-là, et que c'est ensemble, à tout parti, tous les militants qui le souhaitent, tous syndicats, toutes associations confondues, qu'on doit mener la bagarre de front contre cette politique-là. Aujourd'hui, l'austérité, c'est le gouvernement de gauche qui l'amène. On ne peut pas être solidaire avec ce gouvernement-là, ni soutenir leur politique, évidemment, ni passer d'alliance co-gérée à droite à gauche avec eux. Il faut que ce soit clair, parce que ça encourage les militants communistes, les militants de différentes organisations qui veulent aller à l'affrontement, parce que c'est à l'affrontement qu'il faut qu'on aille, ben, de le faire et qu'on le fasse tous ensemble. À chaud, évidemment, je reviens toujours sur cette question des luttes. S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de mouvement social et il n'y a pas de victoire politique. Bon, donc ça c'est un point. Deuxième point, ce que j'ai entendu, et ce que je trouve c'est important, c'est la question de la détermination dans les luttes. C'est-à-dire que quand il y a une forte détermination, il y a quand même beaucoup plus de chances d'aboutir que quand on a une lutte qui démarre un peu divisée, etc. Donc les luttes elles gagnent quand il y a une forte détermination dans la période actuelle.
Et en face, d'ailleurs, ils ont tendance à céder. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça les gêne. Ça les gêne d'avoir une ligne qui s'inscrit dans la durée et puis qui commence à percer, etc., et qui peut produire des dégâts par rapport, on va dire, à la communication gouvernementale, d'intoxication qui est menée actuellement. Maintenant, alors, sur des initiatives de rentrée, moi, je vous l'ai dit, hein, pour le DAL, donc pour notre part, d'abord, on vient d'apprendre que Hollande lançait un certain nombre de réformes, allait prendre un certain nombre de dispositions par rapport aux politiques du logement, qui vont dans le sens, évidemment, des intérêts des rentiers, des profiteurs et des spéculateurs et des riches, qui vont pouvoir, par exemple, j'ai vu ça dans le JDD aujourd'hui, encore un exemple, hein, vous entendez beaucoup, mais celui-là, quand même, je trouve qu'il dépasse un peu l'entendement de notre point de vue, parce qu'en gros, ils vont accorder des allégements fiscaux aux investisseurs qui financent la construction d'un logement. Ils vont leur accorder des cadeaux fiscaux, même s'ils y logent leurs enfants. Autrement dit, t'es riche, t'as besoin de construire un logement pour loger tes gosses, et ben vas-y, c'est le gouvernement qui va te payer une partie de ton logement, quoi. Enfin, franchement, ça va au-delà de tout ce qu'a pu faire jusqu'à aujourd'hui la droite. La droite n'a jamais osé le faire. Ça se faisait un peu en douce comme ça, mais il ne le faisait pas. Donc, et donc, ouais, il faut aider les gosses de riches à se loger. Voilà. Aidons les gosses de riches à se loger. Au fond, c'est ça. Tu vois, en fait, t'as les gens qui crèvent dans la rue, etc. Bon. Donc, si vous voulez, là, on va vraiment alors ça, c'est le JDD, donc on va voir. Hein. Bon, mais apparemment, ils ont des infos, vous savez, ces articles un peu téléguidés, télécommandés, quoi, qui commencent à préparer le terrain. Voilà. Donc, en réalité, ça ne va pas marcher, parce que de toute façon, la question de la crise du logement aujourd'hui, elle est induite par les politiques spéculatives qui ont été menées dans notre pays depuis 15 ans, même depuis 25 ans. Hein, bon. Mais le logement est trop cher, et en réalité, c'est pour ça qu'il y a une crise du logement. C'est-à-dire qu'on ne construit plus parce que le logement est trop cher, parce que le terrain est cher, l'immobilier est cher, et il y a trop de profit qui est fait aujourd'hui sur cette question-là. Donc, le jour où on construira massivement du logement social dans la période actuelle, on devrait construire massivement du logement social. C'est tout. C'est pas la peine d'aller aider les riches à construire des logements qu'ils ne veulent pas construire. Ou à aider les accédants à la propriété des classes populaires qui n'ont pas les moyens de payer. À moins de faire un système à la subprime comme on avait aux États-Unis avec les conséquences que ça a. On a une bulle immobilière aujourd'hui qui risque d'exploser. Donc nous, de toute façon, pour la rentrée, on va aller, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la question du logement social, continuer à soutenir les sans-abri, les mal logés, et puis on est prêt à participer évidemment aux initiatives unitaires qui vont se mettre en place. Je trouve qu'effectivement, peut-être le budget, ça peut être un moment intéressant, mais après, tout dépend comment ça communique sur cette question. Et je veux dire, ça c'est un sujet. Parce que les partis, je sais bien, les partis vont annoncer, qu'est-ce que allez, on y va tous ensemble s'il y a un accord entre les, comment dirais-je, entre les états-majors, entre les militants. Voilà. Mais s'il n'y a pas le mouvement social, syndical, etc., qui pousse à mort là-dessus, il y en a qui vont dire, ça va faire un peu une ressucée, quoi. Donc il faut arriver à aller au-delà et faire quelque chose en plus. Sur la question des alliances politique, je l'ai dit dans mon intervention préliminaire, c'est clair que la question de l'autonomie vis-à-vis de la social-démocratie et du Parti socialiste, elle doit être réglée. C'est ce que j'ai dit quand j'ai dit que nous sommes attachés au cadre du Front de gauche. C'est pas une surprise, hein, je crois que tout le monde le sait, mais en ce qui nous concerne, le Parti de gauche, on considère que le Front de gauche doit régler définitivement cette question de l'autonomie politique, c'est une évidence. Par contre, quand le camarade évoquait la question d'Europe Écologie Les Verts, j'ai envie de lui dire, bon, moi je crois que la question c'est pourquoi faire. Sincèrement, il y a beaucoup de militants et de directions locales d'Europe Écologie Les Verts avec lesquels c'est difficile de travailler, j'en suis bien d'accord. Par contre, des militants d'Europe Écologie Les Verts dans les mobilisations, il y a des endroits où j'en retrouve. Et ce qui s'est passé à Grenoble, moi je rentre de Grenoble aujourd'hui, ce qui s'est passé à Grenoble, je crois qu'on peut tous être satisfaits que le rassemblement sur un projet clair, qui est d'opposition
on va dire, à la social-démocratie, y compris municipale, puisse aujourd'hui passer devant, remporter la ville, c'est quand même un modèle pour, dans plein d'autres villes, on aimerait faire la même chose. Je crois que ça a quand même donné un espoir. Bien sûr, c'est pas parfait, bien sûr, on va voir ce qui va être fait, bien sûr, il faut être vigilant, je suis d'accord avec tout ça. Mais en l'occurrence, c'était sur des objectifs politiques clairs, on est tous satisfaits. Par exemple, à Grenoble, on en finisse avec la vidéosurveillance, qu'à Grenoble, on travaille pour aller sur les transports publics gratuits. Enfin voilà, je veux dire, la question de l'alliance avec Europe Écologie Les Verts, il faut, je crois, la prendre dans ces termes-là. Mais ce que je disais en introduction, c'est je pense qu'on fait une erreur aujourd'hui, et c'est sans doute une évolution dans notre discours, on le reconnaît, si on traite la séquence uniquement dans la question dans la part de la population qui se retrouve encore dans le système politique, quels sont les périmètres d'alliance. Voilà. Nous, on pense qu'il faut aller au-delà de cette question-là, et au contraire, d'arriver à ramener dans le champ politique une partie de la population qui aujourd'hui s'en est totalement écartée, et ça rejoint les interventions sur la 6ème République. Franchement, le débat il est intéressant. Il y a un camarade qui disait qu'il ne faut pas en débattre, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il faut en débattre. Il faut en débattre, il faut se poser la question, c'est comment on travaille à l'implication citoyenne. Et je pense qu'il faut réfléchir à pourquoi, par exemple, en Amérique latine, alors que les problèmes sociaux ils étaient aussi importants que les nôtres, voire pire, pourquoi la première chose qui a été faite quand il y a eu des mouvements révolutionnaires, c'était la question de la constituante. Pourquoi? Je veux dire, c'est pas inintéressant, je dis pas que c'est forcément qu'il faut faire la même chose, mais regardons quand même ces expériences, elles sont pas inutiles. Je finis vite parce que je suis presque à la fin. Il y avait la question du lien avec les organisations syndicales. Bon, je pense que d'abord, il y a des choses qu'on peut faire rapidement. La première, c'est qu'il y a des unions départementales, notamment de la CGT et d'autres syndicats, c'est ce que je disais sur le collectif Riposte à Marseille notamment, mais aussi dans le 12 avril qui ont signé, il faut travailler avec eux. Ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe en Haute-Garonne, il faut l'encourager, il faut qu'on travaille là-dessus, parce que c'est un encouragement pour des directions locales, syndicales, qui ont envie d'avancer, de travailler, d'être sans doute plus offensives que la direction nationale. Et l'autre chose, c'est, je pense que c'est une erreur si on considère qu'on résoudra le problème par exemple sur la grève des cheminots, c'était évoqué, la poursuite de la grève uniquement en prenant la question par est-ce qu'on arrive à être majoritaire dans les assemblées générales de syndicalistes. Je pense que la question, et ça on a un rôle à jouer là-dessus, c'est comment on permet de créer les conditions objectives de la grève. Et par exemple sur la grève des cheminots, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas réussi à se mettre d'accord et qu'il y ait des mouvements unitaires pour soutenir financièrement, pour soutenir dans la bataille idéologique qui était difficile face à l'offensive médiatique, pour créer les conditions objectives de la mobilisation syndicale. On fait une erreur si on regarde juste pourquoi, est-ce qu'on arrive à mettre des militants et à les rassembler ensemble pour forcer les décisions dans les AG. Je ne pense pas qu'il faut forcer les décisions dans les AG, je pense qu'il faut créer les conditions objectives de la poursuite des mobilisations. Ça doit être terminé, je voulais juste dire, je pense que le camarade qui distinguait d'un côté le front des luttes et de l'autre côté la question du projet majoritaire, je ne suis pas d'accord avec cette distinction. Je pense qu'au contraire, les deux s'entretiennent et que la perspective politique aide et nourrit la mobilisation et qu'à l'inverse, la mobilisation a besoin d'alternatives politiques. Voilà. Moi, je pense qu'on n'est peut-être pas assez revenu sur la situation actuelle et la crise. Certains l'ont dit, mais la situation actuelle est extrêmement grave et dangereuse et qui implique face à cela une réponse peut-être différente de tout ce qu'on a pu imaginer il y a un certain nombre d'années en arrière. Et donc, c'est ce que nous disons, nous, de la question du rassemblement, et qu'il soit un rassemblement pas simplement limité à quelques partis politiques qui trouveraient intérêt d'entente, mais beaucoup plus largement un rassemblement populaire avec le mouvement social, etc. Sur le mouvement social, moi je crois que je partage ce qui a été dit sur la non-instrumentalisation, c'est très important, il a sa spécificité. On ne doit pas, en tant que parti politique, se substituer aux organisations syndicales, par exemple. Ça, c'est important, mais ça n'empêche pas qu'on peut agir ensemble et construire ensemble aussi, par rapport à la situation décrite, que vous connaissez tous, et qui, moi, appelle à ce qu'on regarde ça de plus près. Par exemple, le Conseil national de la résistance a su, à un moment donné, sortir du contenu partagé par un certain nombre de partis politiques, mais aussi de mouvements, organisations syndicales, etc., parce que le moment était important et qu'il fallait le faire et qu'ils ont su trouver la voie pour le faire. Donc voilà, moi je pense que le 12 avril c'était un premier pas et que l'on peut effectivement continuer parce que par rapport à la perspective politique et le mouvement social, moi je partage ce que vient de dire mon camarade du parti de gauche, les deux sont profondément liés. Vous êtes tous sûrement des militants
de longue date dans cette salle, et moi aussi, et militante syndicaliste aussi, j'ai vu de belles luttes, moi, et j'en ai mené, de nombreuses et de grandes, mais quand il n'y a pas le débouché politique derrière, eh ben voilà, hein, on est retourné à la maison, on peut dire ça comme ça. Donc je crois que moi, la perspective politique, elle est à construire. Alors après, je termine là-dessus, parce que c'est venu, et j'ai pas envie de ne pas en parler. Sur le Parti communiste français, oui, effectivement, il ne fait pas partie du gouvernement aujourd'hui. En 2 minutes, je vais le dire, ni de sa majorité. Nos parlementaires, par leur vote, combattent cette politique, ça c'est clair. Et sur les élections municipales, effectivement, moi je suis bien là sur ma chaise parce que dans le Gard, on a fait des choix. On a voté chez nous, sans doute chez vous aussi, vous faites des choix en votant. Localement, la décision a été prise de ne pas partir avec le Parti Socialiste dans les 3 grandes villes de mon département. Moi j'étais ravie de ce choix-là, ça me convenait, mais je sais qu'à d'autres endroits, ça n'a pas été fait de cette façon et que des camarades ont fait d'autres choix. Ça nécessite débat dans mon parti, je peux vous dire que ça débat à ce sujet, hein, et que les choses avancent aussi dans cette situation-là, voilà, je le dis comme ça. Et moi j'ai fait une belle expérience dans cette région, je tiens à la dire, pour les dernières régionales où nous étions ensemble, avec le NPA, avec des forces naissantes aussi, et où nous avons mené une belle bataille contre Georges Frêche. Alors voilà, bon, il y a la réalité, il y a les débats, vous en avez chez vous, on en a chez nous, les autres à nous aussi, tout le monde en a, mais je suis persuadée, je termine là-dessus en conclusion, que l'on peut trouver la voie du rassemblement pour construire quelque chose pour le peuple français et ceux qui souffrent le plus de la crise aujourd'hui. Voilà. Bon, du coup, je vais juste rapidement revenir sur certains points. Alors, peut-être c'est une interpellation, hein, même si j'ai compris qu'elle ne s'adressait pas a priori à nous, sur le camarade Pojola. Donc, évidemment, nous, on soutiendra l'action de cette personne-là face à la répression. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des éléments quand même très importants, y compris pour anticiper sur les évolutions politiques qu'il pourrait y avoir en France dans les prochaines années. Y compris si on compare par rapport à l'Espagne, aujourd'hui, il y a 350 personnes qui sont incarcérées pour fait de grève, qui risquent jusqu'à de 3 à 8 ans de prison. Donc dans une situation où la droite gouverne, la droite et l'extrême droite en l'occurrence en Espagne. Donc évidemment c'est un des éléments qu'il faut peut-être qu'on anticipe un peu entre nous. Deuxième chose, sur l'idée de séparer, qu'on puisse pas se mettre d'accord entre nous sur les grands principes, sur le projet, puis qu'il faille discuter directement dans l'urgence. Alors bon, si je comprends un peu l'esprit pragmatique qu'il peut y avoir derrière ce genre de discours, je pense que c'est quand même une erreur, puisque on est obligé de, si on veut discuter de savoir ce qu'on va faire concrètement, on est obligé de discuter aussi du fond politique qu'on y met derrière, puisque le risque, si on ne le fait pas, c'est de répéter un peu les mêmes schémas qu'on répète depuis plusieurs années. Et notamment les erreurs qu'on fait. Je pense qu'un des premiers schémas, c'est un schéma, alors peut-être qu'il ne transparaît pas ici, mais qui est souvent de reléguer les luttes à quelque chose d'un peu premier ou primaire. C'est-à-dire qu'il y a les luttes, et puis après il y a le degré un peu supérieur qui serait le degré politique ou la question du débouché politique. Pour alternative libertaire, le débouché politique d'une lutte, c'est leur victoire. Les débouchés politiques des luttes, c'est leur victoire, et c'est la structuration des mouvements sociaux, du syndicalisme de lutte, des collectifs de lutte, des associations de lutte, à travers ces mobilisations-là. Et aujourd'hui, c'est un des éléments centraux et premiers, en tout cas, de l'intervention de militantes et militants révolutionnaires, et y compris, on n'en a pas beaucoup parlé, par rapport à l'extrême droite. Aujourd'hui, développer des solidarités, développer des luttes qui puissent gagner ou même qui puissent exister, c'est le meilleur élément de lutte contre l'extrême droite, bien plus que les rassemblements antifascistes, bien plus que les grandes déclarations unitaires contre l'extrême droite, même si elles sont utiles. Deuxième chose, nous on pense que l'action directe et autonome des travailleurs, des travailleuses, c'est un élément central, puisque sur la question du pouvoir, ça a été expliqué tout à l'heure, nous on est d'accord pour discuter du pouvoir, on est d'accord pour discuter de la République, etc., enfin si c'est juste pour en débattre, mais on ne peut pas le faire à froid. Et les propositions qui sont faites sur la 6ème République, sur la Constituante, nous, ce qu'on considère, la critique qu'on en fait, c'est que ce sont des initiatives à froid qui ne s'appuient sur très peu d'éléments de réalité. C'est-à-dire aujourd'hui, quels sont les éléments de contre-pouvoir, quels sont les éléments d'un pouvoir futur qu'on peut construire concrètement à travers les mobilisations. Et je termine sur la question du 12 avril. Alors je suis d'accord avec un certain nombre de remarques qui ont été faites, c'est une initiative qu'il faut perdurer. Et puis c'est une initiative sur laquelle on doit réfléchir sur comment agréger au-delà des cercles militants autour de ça. Alors oui, il faut des appels nationaux, mais il faut aussi des implications locales qui soient concrètes et qui puissent agréger les gens. Et donc ça implique qu'on fasse différemment de ce qui a été fait le 12 avril, c'est-à-dire une manif centralisée à Paris, où non seulement politiquement ça pose problème, mais aussi techniquement ça pose problème de faire monter les gens à Paris. Et si on veut aujourd'hui impliquer les gens, il faut sortir un peu de la forme de ritualisation militante qu'on a depuis des années, c'est-à-dire les manifs centralisés, des manifs mairie, etc., et réfléchir à d'autres formes d'action. Voilà.
donc je reprendrai que 3 points qui me semblent pour moi en tout cas essentiels. C'est d'une part redonner confiance, redonner de la cohérence à nos actions. Je crois que c'est nécessaire pour mobiliser et transformer de manière de fond, en fait, permettre une transformation sociale de fond. Je pense qu'il est aussi important de ne pas opposer le politique et le social. Nous sommes beaucoup et souvent des militants qui se retrouvent en même temps dans différents partis politiques et en même temps dans le mouvement social, et il ne faut pas les opposer parce que je pense qu'au contraire, ce sont les deux pieds d'une même dynamique. Et qu'on ne peut pas, la politique n'appartient pas aux partis politiques, on le sait bien. Je veux dire, or, nous ne pouvons pas en même temps militer dans la transformation sociale ou dans le mouvement social sans faire de la politique. Et donc, il ne faut pas les opposer, mais au contraire, continuer à poursuivre ce travail en commun. D'autant plus que notre projet, notre objectif, c'est quand même ce que j'appelle donc la réappropriation de ce bien commun. Ce bien commun qui est constitué par le logement, la santé, les questions d'éducation. Le bien commun, c'est aussi l'énergie, c'est l'eau. Et si on n'arrive pas à se réapproprier ce bien commun, eh bien, les autres, il y aura une spoliation et donc l'exploitation va se poursuivre. La seule manière de se réapproprier, justement, et d'empêcher de bloquer cette réappropriation, en fait, poursuivre le combat, c'est aussi cette réappropriation. Il y a un autre point, c'est le besoin, même si c'est difficile, de créer du commun. Je comprends tout à fait qu'il n'y a pas de projet politique commun, même si, quelquefois, les activités, les actions communes sont nécessaires, notamment les luttes communes, que ce soit par rapport à la question des sans-papiers, de l'immigration, de l'extrême droite, du logement ou bien de trucs. Nous savons très bien que nous menons des luttes communes sur le terrain. Nous savons très bien que nous nous retrouvons. Et donc ces actions communes, on doit pouvoir continuer à les mener. On doit pouvoir continuer à les organiser. Et on doit pouvoir nous coordonner pour créer un cadre commun. Ça, c'est important. Enfin, pour terminer, il n'est pas question, bien sûr, de créer une force unique, mais au contraire, de créer un rapport de force. Ce rapport de force, ça va nous permettre déjà créer ce rapport de force pour lutter contre la politique du budget, pour lutter contre la criminalisation du mouvement social qui est en train de se faire, criminalisation de la solidarité. Et c'est pour ça que nous serons et nous sommes bien sûr complètement solidaires avec Alain, avec toutes les personnes qui aujourd'hui se retrouvent traînées devant les tribunaux parce qu'ils mènent des campagnes de boycott, par exemple. Mais la criminalisation du mouvement social, c'est une constante qu'on ne peut pas accepter. C'est quand on dit sur les luttes, c'est pareil. Je pourrais citer le bidonville Nanterre, je pourrais citer les sans-logements d'Aubervilliers, X questions comme ça, ou les positionnements concrets sur le terrain. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une défiance par rapport à la politique, et c'est pas seulement sur le programme qui a été voté, ou que les gens en général malheureusement ne connaissent pas, ou peut-être heureusement. Donc c'est là-dessus qu'il faut que la croix soit faite sur pratiquement qu'est-ce qu'on fait. Sur la question des luttes, c'est pareil. On a évoqué tout à l'heure la question des cheminots. C'est vrai que quand dans le collectif 12 avril on a abordé cette question-là, on n'a pas débouché parce que sur le projet de fond de ce qu'engageaient les attaques du gouvernement contre les cheminots, eh ben, il y avait des divergences. Et là, on a vu que ça a flotté et du coup, on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit, ce qui est extrêmement dommageable. Donc je crois que c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de discuter. Alors, je reprendrai sur l'affaire des bonnets rouges. Alors ne croyez pas certainement, dans nos camarades qui sont sur la table, que dans la NPA, on a décidé que les bonnets rouges, c'était rouge dès le départ, que c'était tout bon du premier jour au dernier jour. On a eu des débats, et on a pesé jour après jour, manifestation après manifestation, initiative après initiative. Là, qu'est-ce qu'on fait qui permet que faire, lorsqu'on a appelé nous le pôle ouvrier, c'est faire que dans cette mobilisation qui n'était pas, comme l'a dit Gérard, chimiquement pure, comment faire pour que ça avance? Pourquoi? Parce que c'est une lutte, parce que c'est une mobilisation. C'était des milliers, voire des dizaines de milliers de travailleurs qui étaient dans la rue, qui manifestaient, y compris alors que les organisations syndicales reconnues sur la place publique appelaient à défiler ailleurs. Donc là, c'est par la pratique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on montre, qui fait qu'il y a une différence et qui identifie le camp dans lequel on se bagarre. Je crois que c'est ça qui est important dans la pratique. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller rapidement sur l'histoire du 12 avril et de comment ça fonctionne. On a eu une discussion avec les camarades de Marseille et ceux de Toulouse, où ça a été évoqué. Ces camarades, qu'est-ce qu'ils reprochent? Et qu'il y a un vrai problème au collectif national. Ils disent, nous, on fait à peu près la même chose que vous.
Sauf que nous, on est sur le terrain, on est plus près des mobilisations. Les camarades de Marseille, ils évoquent SNCM, Fralib et toute série de mobilisations locales sur lesquelles s'appuie le collectif local de rassemblement unitaire qui regroupe à peu près le même axe. Sur Toulouse, c'est la même chose. On voit bien qu'au niveau national, c'est beaucoup plus compliqué. Ne nous raconte pas d'histoire. Donc c'est un reproche justifié. Moi, honnêtement, je ne sais pas comment on va le dépasser. Alors comment le dépasser, je conclurai là-dessus. Moi, je crois qu'une série de choses ont été dites sur la question du budget, de la compétitivité, de TAFTA. Bon, je crois qu'on voit bien là qu'il y a des initiatives qu'il va falloir prendre, qu'il va falloir décider en commun. Honnêtement, je ne suis pas sûr, et je le dis tranquillement, je ne suis pas sûr que les rythmes, on sera capable de s'adapter à ces rythmes-là, notamment dans les organisations syndicales. Les camarades ne sont pas là, et je ne vais pas me faire outre mesure leur porte-parole, mais ils disent, nous on est a priori d'accord, mais on sait que ça va être compliqué de s'affranchir des questions des rythmes pour avoir des initiatives qui soient, qu'on soit capable de construire. Et dernier point, je terminerai là-dessus, puisque on redit le stop. Moi, je crois qu'effectivement, il y a une question, voilà, dans le mouvement ouvrier, comme on dit pour employer les grandes phrases, la question minimum, c'est la question de la solidarité contre la répression. Je crois que la question d'Alain Pojola, et au-delà, ce qui est évoqué de BDS, où là, le gouvernement a une politique qui est, on va dire, alors pas mieux, mais en tout cas, pas pire, mais en tout cas pas mieux celui du gouvernement précédent. Je crois qu'il y a urgence, nécessité et incontournabilité, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, pour tous les camarades qui sont présents ici et au-delà, de faire qu'il y ait un positionnement clair et s'engager dans des mobilisations autour de la solidarité avec Alain. Merci.